Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'équipe d'Estelle. Et comme on est content de vous retrouver, et comme on est content de retrouver également la Ligue des Champions à partir de ce soir, 2 clubs français en lice, on va bien sûr longuement en parler dans l'équipe d'Estelle avec toute la bande, avec Anthony Clément. Salut Anthony. Salut. Ça va bien? Très bien. Bah, tant mieux. Il a mis sa veste Ligue des Champions. Voilà. Ah non mais il est là au niveau là. Merci. Pierre Boubi, comment ça va? Ça va très bien, merci et vous. Bah écoutez, pas mal, pas mal. Flo Gazan, salut Flo. Ça va Estelle? Bah, écoutez, pas mal. Ah, Raphaël Sebaoun, qui commencera la grande soirée ce soir. Exactement. Avec Yohan Ryu. Yohan Ryu, on va se Celui de régaler. Gala également. Oui. En revanche, si, il a mis son petit blouson quand même. Hein. Moi, c'est pas la veste nationale en tout cas. Oui, il n'a pas mis sa veste Ligue des Champions. Ça va, Sébastien? Très bien. Bravo encore pour votre documentaire sur Bernard Tapie. J'avais pas eu l'occasion de vous le dire, donc voilà. Je vous le dis maintenant. Bravo, Sébastien. Et puis Vicage Dorasso, c'est un peu notre Mario Bros à nous. Hein. Je vais pas refaire la Guy Lacombe. Non, c'est bien. Ah oui, Guy Lacombe, mais bien sûr. En moustache. La Denis Troche. Mais oui. Ouais, il y en a plein. Oui, il y a un mix des deux. Vous voulez devenir entraîneur? Oui, non. Bon. Non. On parlera de Je suis bien ici. On parlera de votre reconversion plus tard. À la une de l'équipe d'Estelle ce soir, le grand soir pour Lyon qui affronte Benfica au Groupama Stadium après 6 matchs nuls consécutifs à domicile en Ligue des Champions. Faut-il s'inquiéter pour l'OL et Marcelo doit-il être titulaire malgré la pression des supporters? Le match de la dernière chance pour Lille face à Valence. L'élimination des Lillois, dernier de leur groupe, est-elle inéluctable ce soir? Antoine Griezmann critiqué avant le match du Barça face au Slavia Prague. Le Français s'est-il trompé en signant à Barcelone? Enfin, Olivier Giroud, absent du groupe de Chelsea ce soir. 20 minutes de jeu seulement pour l'attaquant depuis 3 semaines. Deschamps doit-il l'écarter de sa prochaine liste? On va en parler bien sûr avec toute la bande. Il y aura également ce soir, durant toute l'émission, nos 2 envoyés spéciaux. Regardez, Pierre Niguet au Groupama Stadium pour le match entre Lyon et Benfica. Et puis Karine Galli sous le soleil espagnol pour Valence-Lille. Et on va commencer tout de suite avec l'offre astronomique du jour. C'est celle du Real pour Kylian Mbappé, Raphaël. Voilà, c'est selon nos confrères du Parisien. Le Real aurait budgétisé une offre à 300 millions d'euros pour s'offrir Mbappé, mais consciente de la concurrence, il pourrait aligner une centaine de millions en plus pour atteindre un transfert à 400 millions d'euros pour s'offrir Kylian Mbappé. Alors du côté du Paris Saint-Germain, pour garder Mbappé, la direction mise sur une prolongation de contrat alignée sur les conditions de salaire de Neymar. Neymar, c'est 37 millions d'euros annuels aujourd'hui. Mbappé touche environ 15 millions d'euros par saison. Oui, ça ferait une belle augmentation. 400 millions pour Mbappé. Est-ce que c'est une offre qui se refuse? Montrez-moi vos réponses. Mbappé, c'est comme l'amour, ça n'a pas de prix, sauf en cas de divorce évidemment. Je suis bien placé pour en sûr parler. que si, ça peut se refuser cette offre. Non, ça ne se refuse pas pour Anthony Clément. Oui, ça se refuse, Vicage Dorasso. Ça dépend d'Mbappé. Oui, c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte pour Sébastien Tarragon. Oui. Et puis pour Mbappé, ça se refuse, le Real Madrid. Ça, c'est pour Raphaël Sebaoun. Je vais commencer avec vous, Vicage. Ça se refuse 400 millions d'euros? Alors, moi, je pense que déjà Mbappé doit rester et tenter de marquer l'histoire du football français en gagnant Genre une le Ligue des Maldini du Champions. PSG, quoi. Non, mais déjà, essayer de gagner une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, et donc gagner en France et ensuite partir, c'est jamais arrivé, Mais puisqu'il a une seule coupe Ligue des Champions. Mais il a le temps, il a que 20 ans, hein. Donc il a 5 ans de contrat, il peut rester un peu prolongé et ensuite partir. Après, je pense aussi que le Qatar doit réfléchir aussi à qui va remplacer Mbappé. Avec 400 millions d'euros, tu as beaucoup d'argent, mais qui va venir au Paris Saint-Germain et qui a le talent de Mbappé pour venir au Paris Saint-Germain remplacer ce joueur qui est incroyable. Et puis le Qatar aussi a les moyens de refuser. Donc d'ailleurs, il le prouve en proposant directement une augmentation de salaire. Ils ont bloqué Neymar, ils ont montré qu'ils étaient forts. Oui, mais il n'y avait pas 400 millions d'euros à la clé pour Neymar. Oui, bien sûr, évidemment, mais qui remplacera Mbappé? Mais on a cherché pour vous, Oui, Vicage. alors on s'est amusé, bien évidemment, tout ne peut pas se faire dans le football, mais en regardant un petit peu la valeur marchande des joueurs sur Transfermarkt, vous pouvez vous offrir, regardez, pour 397 millions d'euros au total, on vous laisse 3 millions d'euros, on peut avoir un Ter Stegen à 90 millions d'euros, un De Ligt à 75, un Axel Witsel à 32 millions d'euros au Borussia Dortmund, on reprend Antoine Griezmann au FC Barcelone, 130 millions d'euros, et puis on paye la clause libératoire de 70 millions d'euros de Mauro Icardi. Voilà. Oh, c'est pas mal. Ça vous plaît ça, Anthony Clément? Vous dites 400 millions d'euros, ça ne se refuse pas? Non, ça ne se refuse pas parce que c'est une somme considérable et pour un seul joueur, c'est encore plus important. Et c'est un joueur qui,
si personne ne remet en cause ses qualités, pour l'instant, depuis qu'il est arrivé, le PSG a fait exactement pareil avec lui que ce qu'il aurait fait sans lui. Donc ça prouve que c'est pas parce que, en termes de résultats sportifs, en termes d'épopée européenne, qui s'arrête souvent en huitième de finale, donc ça prouve qu'un joueur n'a pas tout seul les cartes en main. Et à l'heure où le PSG est quand même de plus en plus stressé par le fair play financier, ce serait quand même une vraie bouffée d'air. Et c'est quelque chose qu'en plus qui permet de travailler ensuite pour être peut-être plus fort. Il y a des clubs qui ont perdu leurs meilleurs joueurs et qui s'en sont sortis. C'est pas forcément on n'est pas obligé de décliner ensuite. Et après, ça dépend aussi de Mbappé, parce que si vous le gardez contre son gré, parce qu'une offre à 400 millions d'euros, je pense que ça peut lui faire tourner la tête, sachant qu'il a toujours eu le Real Madrid dans l'esprit. Donc si vous le gardez contre son gré, ça peut aussi créer des problèmes, plus que de lâcher en obtenant beaucoup d'argent. Donc il faut aussi se méfier de ça. Le Qatar a les moyens de garder ses joueurs. Il en prouve avec Neymar, mais ça peut aussi être contre-productif de toujours les garder contre leur gré. Et là, ça dépendra aussi de l'avis de Mbappé, qui pour moi a avant tout les cartes en main. Il est évident que si Mbappé veut rester, même s'il y a 400 millions en face, le PSG aura forcément des arguments. Mais s'il veut partir, il pourra partir peut-être à moins de 400 millions. On a quand même l'impression, Sébastien Tarago, que c'est écrit Mbappé au Real Madrid. On nous dit depuis des années que c'est le club de son cœur, qu'il rêve d'y aller, etc. On a l'impression que même s'il n'y a pas ces 400 millions, lui, à un moment, ira au Real, quoi. A priori, oui. Dans le football, il faut toujours être très prudent, mais sur ce dossier-là, on a de très fortes chances pour que cela se produise. Il a failli signer au Real Madrid quand il était à Monaco. C'est effectivement un club qui le fait rêver depuis toujours. Mais moi, je réponds, et je vais prolonger ce que dit Anthony, ça dépend de Mbappé, parce qu'au mois de juin, il lui restera 2 ans de contrat. 2 ans de contrat, c'est rien. Si vous ne le vendez pas en juin, ça, s'il part libre, il faut absolument le faire prolonger. Très joli Rabiot. Pour moi, c'est une priorité de la saison du Paris Saint-Germain de faire prolonger Kylian Mbappé. Ou de le vendre 400 millions. Ou, si vous voulez. Mais le faire prolonger plutôt. Mais ou de le vendre, oui. Pour moi, c'est ce choix-là. Parce que si vous forcez Kylian Mbappé à rester, par exemple, l'année prochaine, 1 an de plus, il lui restera 1 an de contrat. Lui, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, il ne va pas prolonger pour juste l'argent. C'est-à-dire qu'il est prêt, je pense, à, s'il le faut, pousser son contrat jusqu'au bout et faire une Rabiot. Non, mais faire une Rabiot, si vous voulez. Mais en tout cas, s'il lui restait par exemple qu'1 an de contrat, il serait en position de force ultime. Donc, pour le Paris Saint-Germain, pour moi, ça se situe là. Le vendre ou le faire prolonger. Mais pas se retrouver dans une situation intenable, parce que lui, Mbappé, il a 20 ans. Donc, il 21 peut attendre... le 20 décembre. Oui, 21 si vous voulez. Il peut attendre 23 ans pour aller au Real Madrid. C'est pas un drame. Mais libre, ce serait ennuyeux pour le Paris Saint-Germain. Ça n'arrivera pas, je vous rassure. Alors en tout cas, ce sera évidemment le feuilleton de l'année. Est-ce que Kylian Mbappé va partir ou pas au Real Madrid? Et aujourd'hui, Zinedine Zidane était en conférence de presse. Et bien sûr, il a évoqué le cas Mbappé. Écoutez. C'est le joueur qui décide de son futur. Pour le moment, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. On verra ce qu'il se passera. Il a toujours dit que son rêve était de jouer au Real Madrid. Alors, il a toujours dit que son rêve était de jouer au Real Madrid. Est-ce que c'est le rêve également des supporters de Madrid d'avoir Kylian Mbappé Complètement. Alors, il y a eu des sondages effectués par les journaux madrilènes, AS, Marca, différentes questions posées. Regardez, qui est le remplaçant idéal de CR7? C'était le 6 juillet 2018. Mbappé à 89% devant Hazard, 13%. Sondage au mois de mars dernier. La question, c'était quel galactique ou quel crack souhaitez-vous voir au Real? Eh bien, vous le voyez, c'est Kylian Mbappé qui arrivait en tête, 70% devant Hazard en une nouvelle fois 13% et puis Neymar 7%. Et puis cet été, vous savez, Neymar pouvait peut-être quitter le Paris Saint-Germain. Donc Marca avait fait le sondage suivant. Qui voulez-vous au Real, Neymar ou Mbappé? Mbappé avait récolté 92% des suffrages devant Neymar 8%. Donc il est désiré par les supporters, en tout cas les gens qui ont voté sur ces différents sondages. Et on voit 230 000 votes quand même sur le dernier sondage que vous avez montré. Raphaël, Pierre Boubi, est-ce que le PSG peut être aussi fort sans Mbappé? Alors moi je pense que oui, mais ça reste quand même. Pour moi, faire partir Mbappé dès la fin de l'année, pour moi c'est complètement un échec, parce que le but du Real. C'est pas faire partir, c'est dire merci ce que je veux monsieur. dire, c'est que vendre Mbappé maintenant, on considère qu'à ce moment-là, le PSG ne cherche pas à avoir la meilleure équipe d'Europe. Clairement. Donc, ils essaient pas de construire une équipe pour justement faire du trading ou vendre des joueurs ou faire des opérations. Leur but, c'est de gagner avec des champions. Donc s'ils veulent gagner avec des champions, il faut qu'ils s'entourent des meilleurs joueurs. Ils ont Mbappé.
Mbappé, comme l'a dit tout à l'heure Sébastien, de toute façon, à un moment donné, il va y aller. Ils vont le vendre. Il va avoir 21 ans. Pourquoi pas faire ces 2 saisons, essayer d'avoir Ligue des Champions, comme disait Vikash. Parce que s'il ne prolonge pas, il sera libre. Mais non, mais il va être Ballon d'Or. Dans tous les cas, enfin moi je suis convaincu qu'il va être Ballon d'Or à un moment donné dans les 2-3 années à venir. Donc ça veut dire qu'il sera Ballon d'Or avec le PSG, peut-être qu'il va remporter une Ligue des Champions avec le PSG, et après il part et ils lui feront le cadeau de partir où il veut de toute façon. Donc pour moi il a une vraie histoire. Toi tu prends le risque de le laisser partir à un an de la fin de son contrat en le bradant. Mais en le prolongeant évidemment. Ah bah oui, donc c'est ce que disait Sébastien. Évidemment. L'intérêt du Real peut être un atout pour Mbappé pour mettre de la pression. Mais non, mais il y aura pas. Moi j'y crois pas une seule minute. Ce qui est sûr, c'est que le PSG va prolonger. Je pense qu'Mbappé va prolonger aussi par respect, de toute façon. Et puis voilà. Par respect ou pour 37 millions d'euros. Qui compte quand même un petit peu. C'est le prix du respect. Après, c'est le PSG qui veut garder son joueur aussi pour atteindre son niveau et les objectifs qu'ils ont. Donc le vendre 400 millions d'euros, pour moi, ce serait une erreur parce que il se prive d'un joueur capable de faire gagner la Ligue des Champions à un autre club. Et surtout, voilà, la semaine dernière c'était 300, là c'est 400. Le PSG peut peut-être espérer 500 la semaine prochaine. Il ne faut pas dire oui tout de suite, ça c'est sûr. Si ça monte de 100 millions par semaine, normalement on devrait atteindre une très très grosse somme. Allez, dans un instant on parle de la Ligue des Champions avec 2 clubs français en lice, Lyon et Lille. Mais tout de suite, voici le meilleur du sport de ces dernières 24 heures, c'est le zapping. Quoi d'autre lors des World Rugby Awards, les Black Ferns, l'équipe de rugby à 7 de Nouvelle-Zélande, improvise un petit haka. Et même en talons aiguilles, s'affichent les jetons. Des joueurs au poste de linebacker, mis à part Lorenzo Carter par rapport à l'an dernier, donc là aussi ça a beaucoup tourné. Il y a des choses qui ne sont pas forcément surprenantes. Et oh là là, le touchdown pour Michael Gallup. Quelle esquive! Caris Levert. Oh, il doit accorder. Il doit l'accorder, mais clairement. La faute a été sifflée au sol, mais ils doivent l'accorder. Voilà. Kelly Slater connaît ce tube par cœur. C'est celui de sa vague artificielle dans son ranch à lui, en Californie. La vague parfaite, paraît-il, celle qui dure, et ça, c'est pas rien. Le gars a acheté une vague. C'est quand même extraordinaire. De Hawaï en camion. Écoutez, c'est fantastique. Bon, dans un instant, retour au foot, la Ligue des Champions, Lyon et Lille. Du côté des clubs français, on parlera aussi d'Olivier Giroud. Il n'est même pas dans le groupe de Chelsea ce soir pour affronter l'Ajax. Est-ce que Didier Deschamps doit quand même le convoquer dans 2 jours dans sa liste avec l'équipe de France? On en parle avec toute la bande. À tout de suite. De pouvoir parler de Lyon et de Lille qui font leur entrée en lice. Premier match retour donc pour Lyon qui affronte Benfica, pour Lille qui affronte Valence. Lyon qui va donc recevoir Benfica à domicile. Et vous allez voir que pour l'entraîneur lyonnais, Rudy Garcia, jouer à domicile, c'est vraiment un énorme avantage. Écoutez. La poule est relancée. Maintenant, on veut absolument profiter du fait d'être chez nous, même si les stats peuvent montrer que par le passé, c'est pas toujours un avantage. Mais moi, je pense que c'est un vrai avantage de jouer au Groupama Stadium. Et donc, on veut tout faire, comme j'ai dit, pour gagner ce match et repasser dans les 2 premiers. Est-ce que ce sera un match identique? J'en sais absolument rien. On verra. Ce qui est sûr, c'est que nous, il faudra qu'on soit à 100% mentalement, physiquement, pour l'emporter. Alors, je ne sais pas si Rudy Garcia avait les mêmes statistiques que nous, mais Lyon à domicile en Ligue des Champions, Raphaël, le bilan est effrayant. Catastrophique même, on va le rappeler. Lyon à domicile en Ligue des Champions, c'est 7 matchs sans victoire, 6 matchs nuls, dont 6 matchs nuls de suite. Donc cette fameuse dernière victoire en Ligue des Champions, elle remonte au 14 septembre 2016. C'était une victoire 3-0 face à Zagreb. Et cette fameuse victoire, eh bien, c'est une victoire lors des 11 derniers matchs à domicile de Lyon en Ligue des Champions. Lyon qui n'a donc pu gagner à domicile en Ligue des Champions depuis plus de 3 ans. Alors faut-il avoir peur pour les Lyonnais ce soir face à Benfica? Avec Lyon, l'optimisme et parfois un feu de paille. Vous l'avez pas déjà faite celle-là, Flo Gazan? Alors, on l'a vu la semaine dernière. Non, de paille, j'ai calmé le jeu un peu. Ça m'étonne. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Je vais fouiller dans les archives Oui. alors.
Ou alors j'ai un Alzheimer précoce. Vous n'aurez pas besoin de remonter très loin, très loin. C'est vrai, vous êtes sûr? C'est un non pour Pierre Bouby. Non, il ne faut pas avoir peur pour les Lyonnais. Pour Anthony Clément, oui. Vicage Dorasso, il y a le clan des non, le clan des oui. Parce que c'est oui également pour Sébastien Tarago et comme Monsieur Seb, n'importe quoi. Pour Raphaël Sebaoun. Je vais commencer avec vous, Pierre Bouby. Macro un peu. Enfin, vous avez vu les stats? C'est quand même incroyable. J'ai vu les stats, mais je pense que Lyon est plutôt sur une bonne dynamique et déjà en championnat. Et puis et je pense aussi que parce qu'en Ligue des Champions, on reste sur une défaite. Hein. Ouais, mais la Ligue des Champions, c'est différent. Oui, mais ce soir, c'est la Ligue des Champions. Oui, mais alors, C'est pas le meilleur argument pour le prendre. Il va falloir se reprendre. Tu feras pas mieux, Pierre. Arrête là, reste là-dessus. Moi, je mise beaucoup sur Dembélé avec Depay derrière. Voilà, j'ai envie de voir ça en Ligue des Champions parce que je pense que les deux ensemble, ça peut être très cohérent et je vais m'arrêter là-dessus. J'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. Hein c'est pas plus mal. Pierre Bouby, Sébastien, vous êtes un petit peu plus inquiet pour les Lyonnais à domicile ce soir. Quiconque a vu le match de ce week-end déjà contre Toulouse est forcément inquiet, entre guillemets, pour cette équipe. C'est sympa comme match, je l'ai dit. C'est différent. C'est différent, c'est la Ligue des Champions. mais je me souviens bien du dernier match de Ligue des Champions. Et on n'avait pas beaucoup d'inquiétudes avant, mais on en a eu après quand même. Donc, non, avec cette équipe, que voulez-vous dire? Évidemment qu'il y a de l'inquiétude quand vous avez de telles carences défensives. Donc, bien sûr, en plus, vous affrontez un club qui va mieux. Lui, à l'inverse, aussi. Mais qui est mauvais à l'extérieur. Ouais, mais qui va vraiment. Ouais, mais c'est pas le championnat portugais. Donc, s'il y a un match ouvert ce soir, c'est bien celui-là, je trouve. Franchement, vraiment, il peut tout arriver. Je pense qu'il y aura des buts, je pense que ça peut être un superbe match. 0-0, 22h45, vous m'oubliez, merci. Non, mais voilà, je pense que ça peut être formidable, mais que ça peut partir dans tous les sens. Et je ne vois pas aujourd'hui une progression ultime de l'Olympique Lyonnais. On va voir les cotes avec vous justement, Raphaël, pour voir si Lyon est favori de cette rencontre face à Benfica. Lyon est favori, mais pas un grand favori. La victoire de Lyon est cotée à 2, le nul à 3,70 et la victoire de Benfica cotée à 3,80. Mais on n'est pas en dessous de 2. Hein. Voilà, on n'est pas à 1,50, à 60 la victoire de Lyon. Donc Lyon est un petit favori face à Benfica ce soir. Alors on va retrouver notre envoyé spécial, Pierre Niguet, qui est au Groupama Stadium. On parle, Pierre, des supporters, du fait que Lyon joue à domicile. Rudy Garcia dit que c'est un avantage. Est-ce que, en tout cas, au niveau du stade, est-ce que ce sera un avantage pour Lyon? Est-ce qu'il y aura énormément de supporters lyonnais ce soir? Oui, il y a toujours une très belle ambiance ici sur les soirées européennes au Groupama Stadium. 54 000 supporters sont attendus. Après, il ne faut pas négliger le nombre de supporters portugais qu'il y aura. Il y aura 1600 supporters de Benfica dans le parcage visiteur. Mais ils seront plus nombreux aussi du fait de la communauté portugaise présente ici. Alors, toute proportion gardée, évidemment, ce ne sera pas pareil. Mais ça nous fait penser un petit peu à France-Turquie au Stade de France. On se souvient des Turcs qui étaient disséminés un peu partout au Stade de France. Là, il y aura beaucoup de Portugais aussi derrière moi. Sachez que là, à quelques centaines de mètres, on entend les bruits de la Youth League. C'est le match entre les jeunes lyonnais, les U19 face à Benfica. Il reste quelques secondes, Benfica mène 3-2. Et tout à l'heure, avec Jérôme Marie, on a entendu une clameur, on pensait que Lyon avait marqué. Et non, c'était Benfica qui avait marqué. Donc voilà, beaucoup de supporters portugais présents ici. Mais pour revenir à votre question originelle, Estelle, finalement, c'est cette équipe lyonnaise qui doit avoir peur d'elle-même. Lyon est capable de tout, comme le disait Sébastien. C'est un petit peu ce que disent les suiveurs lyonnais depuis plusieurs semaines, sans dévaluer le niveau de Benfica, qui est co-leader du championnat portugais. C'est Lyon qui a les clés de cette rencontre. Il y a un énorme potentiel offensif, mais Rudy Garcia a rappelé hier en conférence de presse qu'il y a aussi d'énormes carences défensives dans son équipe. Anthony Clément, vous n'êtes pas inquiet? C'est vrai que Lyon va mieux. Hein. La dernière fois, quand Lyon a perdu contre Benfica, il restait sur un match nul face à Dijon. Là, il y a 2 victoires consécutives en Ligue 1. Mais est-ce que tout ça est vraiment probant, quoi? Oui, puis la défaite à Benfica, je pense qu'il faut aussi se rappeler de comment elle est intervenue. C'est quand même une erreur d'Anthony Lopez en fin de match, alors que Lyon avait largement les moyens de gagner auparavant. Donc je ne pense pas qu'Anthony Lopez va faire des bourdes comme ça tous les matchs, même si à Toulouse, ça sortit. Il y en a une deuxième quand même. Un petit peu aléatoire. Jamais 203. Mais non, ce qui me rassure aussi, c'est le classement, parce qu'on parle des statistiques, mais si on regarde le classement, on voit que Lyon, avec tous ses problèmes du début de saison, tous ses manquements, tous ses errements défensifs qui sont incontestables, se retrouve quand même à égalité avec le Zénith Saint-Pétersbourg et à 2 points de la première place. Donc tout est encore, rien n'est encore oblitéré, et 1 point devant Benfica avant de le recevoir. Donc les Lyonnais ont toutes les cartes en main et ils ont les arguments pour se reprendre. Et la progression sous Rudy Garcia, elle est quand même de plus en plus perceptible. Enfin, en tout cas, on ne peut pas nier qu'en termes de résultats, il s'est passé quelque chose. Voilà, il y a une équipe qui est aussi
envisage autrement les matchs, la façon dont ils ont attaqué, et ils ont aussi gagné en fin de match à Toulouse. Je suis pas sûr qu'ils y seraient arrivés sous Silvino, où ils osaient pas faire la décision, et ils préféraient plutôt rester dans leur principe défensif. Donc tout ça me laisse penser que Lyon, avec son talent, avec ce duo de Dembélé qui en plus une marge de progression très importante, parce qu'on ne voit pas encore une complémentarité qui saute aux yeux entre les deux, mais ça reste quand même deux très bons joueurs. Donc tout suggère que ça peut mieux se passer, et aussi derrière où Andersen va aussi prendre ses aises. On pense qu'Andersen il sera forcément meilleur en novembre qu'en septembre-octobre. Enfin, on peut quand même l'espérer. Alors vous parliez de Rudy Garcia. Le problème de Rudy Garcia, c'est que son bilan en Ligue des Champions, c'est pas foufou, quoi. Oui, il a relancé Lyon en Ligue 1, mais pour l'instant en Ligue des Champions, il reste sur une défaite face à Benfica, mais même de manière générale sur les campagnes européennes avec Lille ou encore avec la Roma, vous voyez que c'est 16% de victoire, 25 matchs, seulement 4 victoires. Sur les campagnes européennes menées par Rudy Garcia en tant qu'entraîneur, que ce soit de Lille, de la Roma et maintenant de l'Olympique. Heureusement pour ses stats qu'il ne l'a pas joué avec l'OM. Hein. Mais en tout cas, Vika, c'est le match le plus important pour Lyon là depuis le début de la saison ce soir. Il est important parce que s'ils perdent, c'est peut-être la fin pour la Ligue des Champions. Ils ne seraient pas éliminés. Hein. Ouais, quoi qu'il arrive, ils ne seront pas qualifiés, ils ne seront pas éliminés. Il y a la Ligue Europa, mais ils ont perdu il y a 15 jours, il y a une semaine, 15 jours. Moi, je trouve que c'est une équipe qui est fragile, qui a vraiment perdu confiance. Il y a Depay et les autres. Et je sens que les autres, c'est quand même très bas, quoi. Aouar, on ne le retrouve pas. Il y a quand même Touzard et Thiago Mendes. Peut-être que si ce duo concrétise ce qui se passe, ça peut être pas mal. Je pense que sur les côtés, il y a un vrai problème avec des joueurs qui travaille pas bien défensivement. Je pense que c'est un peu fragile derrière dans l'axe, et le gardien en ce moment il est en perte de confiance. Donc si Depay il n'est pas au niveau, et si derrière ça suit pas, voilà, moi je vois pas comment on peut gagner une Ligue des Champions, enfin un match de Ligue des Champions avec que Depay qui fait la décision. Mais alors, vous parliez de Depay. L'autre homme fort de Lyon, c'était Anthony Lopez, mais on l'a dit, il vient de faire 2 bourdes en Ligue des Champions et en Ligue 1. Quand vous êtes joueur, Pierre Boubi, vous voyez que votre gardien, il vient de faire 2 bourdes. Est-ce que ça entame pas un peu votre sérénité? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu perturbé quand même? Si, ça peut forcément perturber. Après, honnêtement, c'est Lopez, il a quand même un certain nombre de matchs à Lyon avec les joueurs qu'il a devant lui pour que la confiance reste intacte. À mon avis, je suis pas sûr que ça joue sur un match comme ce soir, mais si c'est récurrent, si c'est récurrent, ça devient compliqué. Mais je suis assez confiant sur le fait qu'il arrive à passer au-dessus et surtout rassurer ses défenseurs et puis son équipe. C'est peut-être lui, en voyant qui est là devant lui, qui a peur, non? Alors, on parlera de la défense lyonnaise dans un instant. Pierre Niguet, justement, est-ce que vous avez senti Anthony Lopez affecté ces derniers jours par ces 2 dernières bourdes? Oui, c'est un garçon qui est très proche de l'Olympique Lyonnais, qui est un supporter du club, qui s'est réfugié dans une forme de mutisme, qui n'a pas voulu parler après Benfica et surtout après Toulouse. Évidemment, il y a une énorme union sacrée dans le vestiaire lyonnais autour de l'un des joueurs qui a été le plus régulier ces dernières saisons, qui a souvent sauvé l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas loin d'avoir été le meilleur gardien du championnat, même si cela peut prêter à débat. Alors c'est vrai que Rudy Garcia lui découvre Anthony Lopez. Il s'est efforcé évidemment de le défendre publiquement. On l'a encore entendu en conférence de presse. Il a balayé d'un revers de main le fait que Lopez était moins bien psychologiquement, en disant qu'il allait être très bon face à Benfica. Hier, on a vu Rudy Garcia aller parler quelques secondes à Anthony Lopez lors de l'entraînement, l'ultime entraînement avant cette rencontre. Et Memphis Depay aussi l'a dit, voilà, il nous a fait gagner beaucoup de points. On est derrière lui. Donc évidemment, on est dans une forme un petit peu de calinothérapie avec le gardien lyonnais en ce moment, lorsqu'on est dans le vestiaire lyonnais. Et évidemment, Anthony Lopez sera titulaire, bien sûr, ce soir dans les buts lyonnais. On va voir la compo justement probable de l'OL, Raphaël. Oui, un 4-4-2, une nouvelle fois concocté par Rudy Garcia a priori, avec devant le duo Depay-Dembélé, Reine Adélaïde et Aouar pour donner des ballons, Touzard et Mendes donc au poste de meilleur récupérateur, et donc cette charnière Andersen, Denayer et Marcelo qui devrait débuter lui sur le banc. Alors on rappelle que Marcelo n'est pas blessé, il est en pleine possession de ses moyens. Le problème c'est que Marcelo a eu une altercation avec des supporters après la défaite face à Benfica en Ligue des Champions. Et depuis, les supporters l'ont pris en grippe, ils l'ont sifflé, ils l'ont insulté lorsqu'il est allé s'échauffer lors du dernier match de Lyon face à Toulouse. Est-ce que vous comprenez, vous, qu'aujourd'hui, Sébastien Marcelo puisse ne pas être, en tout cas a priori, titulaire ce soir pour un match aussi important que contre Benfica? Je le comprends, mais je le regrette. Mais parce que je pense que si tu es un joueur de foot de
de haut niveau, tu es capable d'assumer cela, même si ce n'est pas très agréable, et qu'un entraîneur doit aussi l'assumer. J'espère que l'entraîneur n'agit pas ainsi par rapport au public et uniquement par rapport au public qui est déjà sceptique sur sa propre arrivée. Voilà, je comprends parce que je le comprends si le joueur, en fait, il ne se sent pas capable. Voilà, si le joueur à un moment il dit. Enfin, c'est quand même habituel d'être sifflé quand on est non, mais à ce point-là, non, mais là ça va loin. Là ça va. Oui, c'est assez rare, c'est vrai. Non, là ça va très loin. Regardez Neymar, il a su faire face, par exemple. Non, mais ça va très loin. Il y a l'épouse de Marcelo qui a en plus eu des mots très virulents sur les réseaux sociaux à la destination des supporters. On ne peut pas dire que pour l'instant on trouve des solutions pour apaiser tout cela. Donc je qui joue pas à cause de ces problèmes avec les supporters. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit si c'est pour cette raison. Si c'est pour cette raison. Ça reste quand même un joueur dont il est plutôt naturel de l'imaginer sur le banc parce que Denayer c'est un titulaire indiscutable. Andersen. C'est la recrue principale. Donc non, mais Marcelo qui revient titulaire, c'était plutôt parce que Andersen n'était pas bien et que l'équipe avait des soucis et que finalement dans la difficulté, il apportait une garantie qu'on ne pensait pas capable d'apporter. Donc c'est pour ça que moi je pense que ces problèmes avec les supporters, c'est une case négative pour lui, mais c'est pas forcément ce qui va faire la décision. Mais on laisse entendre ça. Bien sûr. Dans l'entourage du club, on laisse entendre ça. C'est ça qui est gênant. Peut-être pour flatter aussi. Voilà, mais c'est gênant quand même. Parce qu'à Lyon, il faut quand même rappeler. À Lyon, moi je trouve qu'à Lyon, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu l'épisode Puel, il y a eu l'épisode Genesio, là il y a l'épisode Marcelo, pardon. Je trouve... Il y a eu au début Garcia, ils ont été très durs avec Garcia. Je trouve que parfois ça dépasse le cadre, c'est-à-dire qu'il siffle, ok, pas de souci, mais parfois ça dépasse vraiment trop le cadre et c'est un club, je trouve, qui doit faire attention à cela. Mais ils essaient d'en prendre le pouvoir ou un peu de pouvoir, mais à l'arrivée, Aulas décide vraiment. L'entraîneur aujourd'hui, j'imagine pas. Oui, mais Jean-Michel Aulas a demandé un entretien justement avec les supporters lyonnais. Il est politique, il va apaiser la situation, mais j'imagine pas Garcia qui vient d'arriver céder au sifflet des supporters. Parce que si Depay avait eu des problèmes avec les supporters, il aurait quand même été titularisé. C'est fort possible. Alors on va écouter justement Rudy Garcia, il a été interrogé à ce sujet hier en conférence de presse. Écoutez la réponse de l'entraîneur lyonnais sur la titularisation ou pas de Marcelo. Jouni et le président se sont saisis du problème. Donc voilà, moi je me concentre sur le match de demain. Après, pour reprendre votre question, qui disait vous oblige à... non, moi je fais des choix en fonction des caractéristiques sportives de mon équipe, de mes joueurs, de qui peut me faire gagner les matchs. J'essaie toujours de mettre la meilleure équipe sur le terrain et il n'y a que ça qui dicte mes choix, rien d'autre. Alors Raphaël, si on regarde le parcours des trois défenseurs centraux lyonnais, est-ce que le choix est justifié si on se réfère aux derniers matchs qui ont été disputés déjà par Marcelo, il n'a pas été bon. Il avait eu 4 sur 10 dans le joint à l'équipe face à Saint-Etienne, pareil face à Benfica et puis face à Dijon, il avait juste eu la moyenne. Aujourd'hui, Denayer, Andersen, sur les 5 derniers matchs, ont la moyenne ou un petit peu plus. Et on se rend compte également que ça peut être considéré comme un choix sportif après Benfica. En tout cas, il n'a plus joué, mais Marcelo, mais parce qu'aussi, il n'avait pas été bon face à Saint-Etienne, face à Dijon et face à Benfica. Voilà, donc c'est un peu ce que vous disiez, c'est aussi peut-être des raisons sportives. Juste, c'est Léo Dubois qui aura le brassard de capitaine ce soir. C'est un bon choix, Pierre Bouby? Je pense qu'il l'a déjà prouvé quand il était à Nantes. Ça reste un leader de vestiaire. Ça a toujours été un cadre depuis qu'il est jeune. Donc je pense que c'est, à mon avis, à long terme, c'est lui qui va en bénéficier au Lopez. Ouais. C'est Depay qui doit être capitaine pour moi. Très bien. Non, mais c'est ce petit grognement là. Non, mais c'est Depay. Je veux dire, le dernier match, sur la dernière passe qu'il reçoit à la 94e minute, il décide de ne pas passer la balle à personne. Oui. C'est Depay, quoi. Tout seul et il y va, il décide qu'il va marquer et il marque. Donc c'est là pour ça que c'est un leader. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de capitaines qui se dégagent naturellement. Enfin, quand on songe à qui doit être capitaine à Lyon, il n'y a pas d'évidence. Et quand on songe que ça peut être Léo Dubois, ça veut vraiment dire qu'il y a un souci. Ça en est une quand même. Dubois, il a déjà été capitaine. Enfin, c'est assez logique. C'est pas parce qu'il a déjà été capitaine que c'est une bonne idée. Non, mais ça veut dire qu'il a quand même une prestance au niveau de ses coéquipiers dans un vestiaire. Peut-être qu'il parle. Pas sûr. T'es pas sûr, mais bon, dans les deux clubs différents, être capitaine, c'est qu'il y a une raison quand même. Oui, enfin là, il fait tourner. C'est-à-dire que tout le monde va l'avoir. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'on pense à lui en tant que capitaine, étant donné qu'il l'a été à 22 ans ou 23 ans à Nantes. Moi, j'ai organisé un dîner un soir à l'Olympique Lyonnais. Alors, si ça suffit pour être capitaine, c'est bien. Moi, je suis d'accord. Organiser des dîners, c'est très bien. On verra si en tout cas le souhait de Vikash est exaucé et si c'est Depay qui aura le brassard de capitaine. Il y avait de la Youth League. Pierre Niguet nous en a parlé tout à l'heure. Le match entre Lyon et Benfica, ça ne s'est pas très bien passé pour Lyon. Et c'est terminé. Pierre a donné le résultat finalement final. Il restait quelques secondes à jouer. La victoire de Benfica 3-2 à Lyon. Regardez, c'est Oumaro Mbalo qui voit
va ouvrir le score à la 29e minute pour Benfica. Ensuite, Benfica va mener 2-0 grâce à Rodriguez da Silva, 35e minute. Lyon va se relancer par Dib à la 57e minute. Superbe but. On va le revoir, le but de Dib. Dans la lucarne, facile, le gardien la touche, mais compliqué à aller chercher. Ensuite, égalisation à la 3-1, pardon, oui, le but de Gouveia, et c'est Wissa qui va marquer à la 86e minute, donc victoire 3-2 de Benfica face à Lyon. Les carences défensives, c'est donc dans l'ADN de Lyon. Hein. Oui, c'est ça. C'est Non, mais après, vous enlevez Cherki de cette équipe de Youth League, parce que Cherki est dans l'effectif pour le match de ce soir. Ça change tout quand même. Alors justement, Pierre Niguet voulait nous parler de Ryan Cherki. Pierre voulait nous donner une petite info, mais c'est peut-être celle que vient de donner Sébastien du coup. Il est terrible ce Sébastien Tarago parce qu'il est à 300 km de moi, il m'enlève mon intervention. Non oui effectivement, Cherki n'était pas avec la Youth League, il est avec Léa. Et surtout la petite information complémentaire mon cher Sébastien, c'est que si Cherki joue ce soir ici avec l'Olympique Lyonnais, il devient tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions puisqu'il a 16 ans et quelques jours. On sait qu'il était rentré en jeu avec Rudy Garcia, que c'est un enjeu très important pour les supporters lyonnais. Il joue d'une énorme cote, peut-être même un petit peu démesuré, même s'il a évidemment énormément de talent, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Il avait marqué un doublé à Benfica en Youth League. Il n'était pas avec ses coéquipiers qui ont perdu tout à l'heure. Merci Seb. Merci Pierre. Voilà, ça fera un record, vous vous rendez compte, de l'histoire de la Ligue des Champions pour Lyon. Célestine Babayaro. Ce serait. Et on peut imaginer que Cherki joue grâce aux supporters et donc que Marcelo ne joue pas à cause des supporters. Vous savez, on peut tout imaginer dans cette émission, ça ne nous gêne pas. Allez, dans un instant, on continuera à parler Ligue des Champions, on parlera également d'Olivier Giroud. Il n'est même pas dans le groupe de Chelsea pour affronter Amsterdam, mais tout de suite, il est là et bien là. Pierre-Antoine Damecourt, la petite lucarne, c'est parti. Mais il est là. Ouais. Salut. Comment ça va tout le monde? Bah bien. Super. Est-ce que je peux me permettre un petit truc qu'on fait pas d'habitude? Est-ce qu'on peut lancer un sondage sur Twitter? Qui a la plus belle chemise, Vikash Dorasso ou Flo Gazan? On lance le sondage et je veux une réponse. Enfin, vous la donnerez à la fin de l'émission, ok? Merci de me faire l'émission. Bah non, mais y a pas de quoi. Vous êtes plutôt Vikash ou Flo? Je ne sais pas. Mais moi, j'aime bien Vikash. Il y a un petit bouton. Non, c'est assez sexy. Ah, voilà. sexy carrément. Ouais. Désolé Flo. Allez Flo, on fait péter le bouton. Voilà. Ah oui, alors là, mais le t-shirt rouge, est-ce qu'on est sûr du. Est-ce qu'on est sûr du dos? On me dit dans l'oreillette, ça marche pas, il n'y a pas de poils. Donc... Si, mais ils sont plus bas, mais au bout d'un moment. Allez, on y va. Allez, on se lance avec un petit tour des terrains. Et regardez, on part en Roumanie où apparemment, c'est la mode de faire des corners rentrants. Ah, celui-là, il est beau. On va le voir au ralenti quand même. Ah, le gardien n'a rien pu faire. Et donc oui, c'était la mode puisqu'en foot féminin, c'est Deina Castellanos qui régale aussi. Très beau. Voilà, et elles se sont passées le mot. Et ça régale toujours du côté des États-Unis avec, regardez, Angela Morales. Magnifique. Vous allez voir, ça arrive, la roulette. Ouais, on valide, on va la revoir. Hop là, elle sauve la touche et ça passe. Les petits ponts. Les petits ponts. Souvenez-vous, le mois dernier, je vous avais montré ce garçon voilà, qui a trouvé la technique pour pas se baisser, pour mettre le ballon dans le sac. Et bien regardez, il a été copié en mieux. Paf! Magnifique. Énorme. Hier, il y avait du foot US et regardez les Cowboys en plein match qui affrontaient les Giants ont été perturbés par un chat. Alors ce chat a perturbé tout le monde pendant un quart d'heure, le public en pouvait plus et vous allez voir que même les animaux chez eux voulaient dégager le chat. Allez, dégage. Mais non. Et même les chiens, dégage, on veut voir le match de foot. Voilà. Et enfin au Canada, regardez, on a trouvé les fans de hockey qui mangent de la mayonnaise à la cuillère. Je vous assure. Ça me dégoûte. Bah, pourquoi Estelle? C'est horrible. Non. C'est sûr, c'est. Si, c'est de la mayonnaise. Alors là, c'est marqué mayonnaise. 1 kilo de mayonnaise. Dans un instant, c'est le retour de la Ligue sans pognon. Ah, super. Eh oui, Ligue des Champions, Ligue sans pognon. Mais avant, je voudrais un peu casser un mythe. Parce que depuis 2 ans, on dit N'Golo Kanté, il est gentil, il est petit, il est gentil. Eh bien non. N'Golo Kanté n'est pas toujours gentil. Comme hier, lors de l'entraînement à Chelsea, le gardien en a pris plein la tronche. Et paf! Allez! Très méchant! Il est très méchant, regardez! Bam! Et il se marre en plus, N'Golo. Il a mauvais fond. Mais non, regardez, il va le relever, voilà, c'est fini. C'était une petite gifle de ballon. Ce soir donc, 4e journée de Ligue des Champions et donc 4e journée de Ligue sans pognon. Vous le savez, c'est la Ligue où il n'y a pas d'argent, mais il y a du talent et du cœur. On y va? Bah bien sûr. C'est parti, Ligue sans pognon. Et les fans sont tellement heureux qu'elle soit de retour qu'ils sont prêts à tout, même à se jeter dans une... Bah pourquoi il fait ça? On comprend pas, je sais pas. À la buvette, ils n'ont pas de frigo, donc du coup, ils ont le système D, c'est le système Rami. Système Adil Rami, bon allez hop, tu me rafraîchis tout ça, Bernard. Allez, c'est bon, c'est frais.
C'est pas bête. C'est pas bête, hein, faut avoir un extincteur. Direction les pelouses de l'échauffement et devinez quel joueur est sorti en boîte la veille. Ouais. Il va pas jouer le match, je pense qu'il va rester sur le banc lui. Hein. C'est Bertrand Latour. Et dans la Ligue sans pognon, nos arbitres s'échauffent comme nulle part ailleurs. Avec ce coup de pied, wow, ouais, super. Allez, on a vu des beaux gestes comme ça, regardez ce coup franc, magnifique. Des gestes un peu plus douloureux, regardez, vous allez voir, comme ce corner. Bon alors, il n'est pas aidé par le terrain déjà, hein, on va pas se mentir. On le sent mal. Mais bref, c'est pas ça quoi, hein. Premier poteau. Ah oui, la honte. Ah, il est le pauvre. La Ligue sans pognon, c'est aussi une solidarité à toute épreuve. Quand le brancard est cassé, on peut compter sur son coéquipier qui le sort du terrain. Bon, voilà. Ouais. Il veut que ça reprenne, surtout parce qu'il y a un but à mettre. Il y a un match qui n'a pas pu aller au bout, et oui, c'est comme ça. C'est comme ça, la Ligue sans pognon. Place au poney, on les laisse gambader. Et le match reprendra quand il reprendra. Et la Ligue sans pognon, c'est aussi des victoires à la dernière minute et une joie sur le terrain avec les supporters, une communion. Et cette joie, elle continue dans les vestiaires. Attention, monsieur le radiateur. Non. Allez, on fait ça avec des cotillons. Vas-y Bernard, lance le truc. Par contre, c'est... Ah non, dans l'autre sens. Oh. Aïe. Ah ouais, non, c'est... Parce qu'il y a un sens, en plus il y a une flèche, c'est marqué dessus. Enfin, je veux dire, tout le monde sait... Voilà. Ah. Estelle, je sais que ce soir, votre cœur balance entre la grande soirée avec Raphaël Sebaoun, Johan Rioux et, bah oui, Arte Foot. Ah bah bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on vous a fait un petit résumé, comme ça vous pouvez rater Arte Foot ce soir et regarder la grande soirée. Arte Foot, c'est le mélange de l'art contemporain et du foot. C'est parti, c'est une nouvelle chaîne. Arte Foot. À votre avis, le ballon a-t-il eu peur ? Ce soir, dans Arte Foot, une thématique, le ballon au cœur de l'homme. Regardez. Mais non. C'est dur ça. Nous sommes très excités ce soir dans Arte Foot car nous recevons l'artiste grec Niklas Moulkisberidis. Niklas, expliquez-nous votre performance réalisée la semaine dernière. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé de traducteur grec. Mais ce qu'il dit doit être très intéressant. Regardons. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je descends à la cave me chercher une grenadine. Salut. Arte Foot. Et voilà, Arte Foot hein, qui reviendra la semaine prochaine. On se quitte avec notre conseil. On n'arrête pas de vous le dire quand vous jouez au golf. Faites gaffe au petit muret qui est juste devant vous quand vous swingez. Faites attention, la balle peut... Ricocher. Ah bah, ricocher, évidemment. Bah oui. Ouais. Allez, la voiture. C'est dommage. C'est ballot. Merci Pierre-Antoine. La petite lucarne demain à 18h10, bien sûr, dans l'équipe d'Estelle. Dans un instant, on parle Ligue des Champions, bien sûr, avec les matchs retour en poule. Ça y est, c'est le début ce soir. On parlera de Lille, on parlera également de Chelsea avec Olivier Giroud, qui n'est pas dans le groupe ce soir. Est-ce que Deschamps va le sélectionner dans sa prochaine liste? Et puis on parlera d'Antoine Griezmann. Ça ne va pas très fort pour Antoine Griezmann. Est-ce qu'il s'est trompé en signant à Barcelone? À tout de suite. On est de retour sur le plateau de l'équipe d'Estelle, bien sûr, avec toute la bande. Et on parle Ligue des Champions avec un joueur qui joue très gros ce soir. C'est Antoine Griezmann qui sera titulaire avec le Barça face au Slavia Prague. Antoine Griezmann, critiqué en Espagne en ce moment, Raphaël. Oui, qui fait la une des journaux catalans et notamment du Mundo Deportivo avant la rencontre de ce soir. Alors, en l'absence de Luis Suarez, il sera titulaire et il sera l'un des hommes forts du Barça en compagnie de Lionel Messi. C'est ce qu'on peut lire. C'est l'heure pour Griezmann, c'est en une du Mundo Deportivo. Et Estelle, vous l'avez dit, Antoine Griezmann sera titulaire face au Slavia Prague. On va voir la composition d'équipe en compagnie de Lionel Messi et puis en compagnie de Dembélé, qui lui aussi sera titulaire ce soir avec le FC Barcelone. Alors Antoine Griezmann critiqué en Espagne, est-ce qu'il s'est trompé en signant à Barcelone? Flo Gazan, elle mauvaise décision. Oui, il s'est trompé pour Pierre Boubi. Non,
Non, mais un peu comme un jeune, là, et tout. Ouais, C'est bien, il a grave. C'est le troisième nom de l'après-midi, donc je change à chaque fois la C'est très calibration. bien, c'est très bien fait. On dirait un truc de métro. C'est super. Oui, il s'est trompé, Vikash Dorasso. La question se pose, Sébastien Tarago. Et non pour Raphaël Sebaoun. Je pensais que vous alliez être un peu plus gentil sur le sujet. Vous êtes une majorité à dire oui, il s'est trompé en signant au FC Barcelone, sauf vous, Anthony Clément. Je suis gentil. Ouais. Mais non, ça mais se voit pas. Oui, ça doit être ça. Ça se voit pas souvent. Non, parce que je trouve ça très surprenant en fait. On sait tous que c'est difficile de s'intéresser au FC Barcelone, surtout avec des mastodontes comme Messi et Suarez. Donc ces difficultés dans le jeu, elles sont plutôt prévisibles. Lui, je pense qu'il s'y attendait aussi. Donc c'est en ce sens où je dis qu'il s'est pas trompé, parce que je pense que tous les problèmes qu'il doit affronter maintenant, il savait qu'il les aurait devant lui. Peut-être pas autant quand même. Peut-être pas autant, mais après, c'est pas non plus. Je pense que c'est pas le footballeur le plus malheureux de la Terre, Antoine Griezmann. Il joue dans un grand club. Il est venu avant tout au FC Barcelone pour gagner des titres, ce qu'il n'arrivait pas à faire à l'Atlético Madrid. Je pense qu'il peut lui arriver. Il est dans le bon club pour ça. On dit qu'il perd beaucoup d'énergie dans le registre défensif parce que Messi et Suarez ne travaillent pas beaucoup, mais c'est quelque chose qu'il a toujours fait. C'est quelque chose qui lui correspond. C'est quelque chose dans lequel il prend aussi du plaisir. Il le fait aussi en équipe de France. Mais, enfin, je pense que Barcelone est content. Et Valverde a dit qu'il était satisfait qu'il fasse ça. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui dénature son jeu pour s'intéresser au Barça, donc je vois pas en quoi il se met en danger par rapport à ça, et je pense que ça peut aussi s'arranger avec le temps. Sa relation avec Messi, elle a vocation à progresser, et il n'est pas interdit aussi qu'il prenne la place de Suarez, qui n'est pas le joueur le plus convaincant actuellement. Donc on est quand même qu'au début du mois de novembre. De Messi quand même. Un mot de Messi. Mais il a des difficultés. Mais de là à dire qu'il s'est trompé et qu'il a fait la mauvaise décision, je pense que ça aurait été une meilleure décision s'il l'avait prise un an avant. C'est ça. Mais c'est pas pour autant une mauvaise décision. Alors Raphaël, Anthony parlait de complémentarité avec Messi, ça se passe comment à ce niveau-là justement ? On a regardé les 3 derniers matchs du Barça et voir un petit peu comment Messi et Griezmann se trouvaient sur le terrain, échanger des ballons. Et c'est vrai que bon, il n'y a pas une complémentarité pour l'instant qu'on peut retrouver entre Suarez et Messi, qui se font une dizaine voire une quinzaine de passes par match. Vous voyez que lors du match face à Eibar, on était à 3 passes de Griezmann vers Messi. Messi avait donné 2 ballons à Griezmann. Face à Prague, lors du match aller, il n'y avait eu qu'une seule passe de Messi pour Antoine Griezmann. Et lors du match face à Valladolid, vous le voyez, il n'y avait pas eu de passe de Griezmann pour Messi et seulement une passe de Messi pour Griezmann. Il n'y avait eu qu'un seul échange lors de ce fameux match face à Valladolid. On a les stats des échanges de tasses de Maté aussi, parce que ça c'est important apparemment. Oui, c'est uniquement de Griezmann pour Messi. Pierre Boubi, c'est quand même embêtant là, ce que vient de nous montrer Raphaël, ce manque de complémentarité entre Griezmann et Messi. Est-ce que ça peut s'arranger ? J'imagine que ça ne se travaille pas non plus. Ouais, je sais pas, moi je pense qu'il s'est trompé, mais c'est révélateur quand même d'une certaine osmose qui se passe qui se passe pas en tout cas entre les deux. Je sais qu'à Barcelone c'est compliqué de rentrer dans cette équipe, dans ce club, c'est une espèce de secte où il faut rentrer dans le cadre et tout. Non mais c'est vrai. Une institution, vous voulez dire en fait. Ouais, mais c'est encore pire que ça. J'ai vraiment l'impression que c'est marqué et qu'en fait, dès le début, en fait, il a été blacklisté. J'ai regardé certains matchs. Il y a d'autres joueurs qui s'y intègrent. Je sais, mais il y a certains matchs que j'ai vus. L'anglais, ça lui a pris à peu près 1 seconde et demie. Coutinho, ça a été très dur. Je dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est plus facile derrière que devant. Moi, j'ai regardé des matchs et honnêtement, il y a plein de fois où il peut être servi, où il l'est pas. Donc, je sais pas si c'est fait exprès. Je sais que quand moi je jouais, Vika, je pense que Messi doit savoir faire une passe héroïque. Normalement. Nous non. Nous non, mais eux, je pense qu'ils ont le niveau pour faire attention. Messi peut faire exprès de faire une passe, quoi. Maintenant, moi ça m'a sauté aux yeux. C'est les autres qui vous passaient pas la balle. Mais bien sûr, mais c'est terrible. Ça m'a sauté aux yeux et j'étais limite un peu même malheureux pour lui parce que je pense qu'il serait plus décisif et il pourrait rendre des services à Barcelone plus que ce qui se passe en ce moment. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas mis dans les meilleures dispositions pour moi. Donc. Mais j'ai l'impression d'un lycéen qui entre en pension et qui est bizuté. Mais le problème, c'est dur ce que vous dites quand même. Ah bah oui, mais il suffit de regarder les matchs. C'est Griezmann quand même, c'est pas un petit gamin qui arrive, un grand joueur. Regardez les matchs, ce qui a été décrit précédemment, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que parfois, et la dernière fois que j'avais vu ça, je suis désolé, c'était en équipe de France avant la Coupe du Monde 2010. C'est-à-dire que je voyais Thierry Henry, Nicolas Anelka, Ribéry, ils ne voulaient pas donner le ballon à Gourcuff. Et ça se voyait, c'est très rare. Parce que dans le football, quand même, les gens ne sont pas tous tordus. Donc c'est quand même très rare. Là, ça se voyait, et bien là, ça se voit aussi. Donc combien de temps ça va durer ? C'est ça la question. Est-ce qu'il va réussir à renverser la situation ? Moi, je pensais que Griezmann, par son caractère, allait renverser la situation assez vite.
parce qu'il est plutôt sympa. C'est ça, c'est un gentil mec. Voilà, il va pas taper du poing sur la table. Force est de constater que ça dure. Et c'est pas parce qu'il marque un but ce soir, parce que des fois, dès qu'il marque un but, on dit qu'est-ce qu'il raconte? Ben non, quand vous êtes au Barça, vous avez des chances de marquer des buts en général. Et en plus, il s'y prend mal. Parce que son aller-retour à New York, franchement, pour un week-end, qu'il le fasse, mais qu'il le fasse discrètement, que ça ne se sache pas. Dès lors qu'il va avoir un match NBA, qu'il ne le fasse pas. C'est-à-dire que quand tu es roi du monde, vas-y, tu peux le faire, tu peux tout te permettre. Mais quand ça va pas bien, tu te mets toi-même en difficulté. Il n'a pas joué par hasard. Ça n'avait rien à voir, mais il n'a pas joué quand même, dis donc. Ils ont préféré mettre un gamin de 17 ans. Vikash, est-ce que vous pensez que ça, justement, Griezmann peut retourner cette situation? Vous êtes arrivé au Milan AC, voilà, vous savez ce que c'est que d'arriver dans un grand club, même si Griezmann joue à l'Atlético, donc c'est déjà un grand club, mais voilà, est-ce qu'il peut retourner le truc? Même si c'est visible, c'est approuvé qu'ils veulent délibérément ne pas lui passer la balle. Moi, je pense que la concurrence est très forte. Suarez ne va pas lâcher. On l'a vu récemment, il a mis un doublé, alors que voilà, il était en difficulté. L'équipe n'est pas construite pour lui. Elle est construite pour Messi et Suarez. Et lui, il doit trouver sa position. Oui, il le savait, mais il a eu l'habitude d'avoir une équipe plutôt construite pour lui. Et j'ai l'impression qu'il défend pour faire le bon élève. Je défends bien. Donc je vous montre que j'ai fait quelque chose. Je vais me rendre indispensable, pas par le jeu, pas par les buts, parce que je rends service à l'équipe. Et ça, c'est peut-être la pire des choses à faire. Lui, c'est un joueur qui fait des passes de buts, qui marque des buts, qui participe au jeu. Et ça va être compliqué avec deux monstres et qui aiment en plus jouer avec Dembélé. Si j'ai bien compris, ils aiment beaucoup Dembélé aussi. Bien sûr. Dembélé, par exemple, qui a été beaucoup critiqué, il a été beaucoup critiqué, mais dans le jeu, il est apprécié, Dembélé. Oui, on a l'impression qu'ils ont envie, en tout cas, de jouer avec lui. Alors, Vikash parlait du rôle défensif de Griezmann. Tout le monde parle de ça en Espagne. On a posé la question hier à Ernesto Valverde, l'entraîneur, et lui, il est plutôt content que Griezmann défende. Écoutez. Non, claro que no. Eso está muy bien que lo haga, porque lo va a dejar. Et si Griezmann doit arrêter de défendre, surtout pas. C'est bien que Griezmann fasse le travail défensif. Se está metiendo muy bien en el juego del equipo. Il s'intègre très bien dans le jeu de l'équipe, il fait un travail incroyable. Il est en attaque, en défense, il marque des buts et nous espérons qu'il en mettra encore plus. Il nous aide beaucoup. Et c'est vrai qu'il ne ménage pas ses efforts, Raphaël. Oui, Anthony l'a dit, contrairement à Messi et Suarez, il défend beaucoup. Et quand on regarde un petit peu les chiffres en Ligue des Champions, c'est un garçon qui a parcouru déjà 25 km. Vous voyez, c'est 113 mètres effectué par minute par Antoine Griezmann. C'est plus que Luis Suarez, c'est plus également de Lionel Messi qui fait 86 mètres par minute. Antoine Griezmann fait plus d'efforts, mais c'est logique. Messi a des petites jambes aussi, donc... Oui. Est-ce qu'il doit faire un gros match finalement pour être accepté? Parce que depuis qu'il est arrivé à Barcelone, il n'y a pas de match référence, on va dire. Il n'y a pas un match où on a dit il a éclaboussé Barcelone de son talent. Je suis pas sûr que c'est un problème de gros match ou de petits matchs, parce que les joueurs du Barça, ils connaissent le talent de Griezmann, ils savent quel joueur il est, donc c'est pas comme s'ils estimaient qu'il n'est pas assez fort pour jouer avec eux. Ils en veulent pas, quoi. Le ressentiment, il est plus lié à l'année dernière, à la décision qu'il a prise, et c'est pas lié à des ressorts techniques. Donc après, je pense que ça peut leur plaire qu'ils défendent, parce que ça leur permet de faire moins d'efforts de leur côté, mais c'est pas en marquant un triplé que Messi va se dire subitement tiens, je vais jouer avec lui. Et puis, pour certains joueurs du Barça, même si ce n'est pas de la faute de Griezmann, cette arrivée-là a empêché celle de Neymar. C'est capital. Il le voulait à un point très important quand même, Neymar. Vous avez encore lu récemment Piqué qui a dit qu'ils étaient prêts à être payés sur une plus forte durée, une plus longue durée pour faire venir Neymar, enfin pour aider le club. À recruter Neymar. Donc évidemment que les 130 millions, 120 millions, 130 millions qui ont été investis sur Antoine Griezmann, il manquait pour faire revenir Neymar. Pour eux, ça ajoute un petit peu inconsciemment des éléments négatifs. Faire une saison pourrie pour qu'il parte à la fin de la saison et qu'il récupère Neymar. Coutinho est parti au final. Coutinho, toute la saison... Il n'aura pas marqué le Barça. Coutinho est responsable de ça aussi. Bien sûr, mais on a dit que Coutinho, ça se passait mal. Et il est parti. Au final, il est au Bayern. Mais il a fait quelques matchs où il a marqué les esprits. Il a mis plusieurs buts en Ligue des Champions. Voilà. Et vraiment des gros matchs où c'est lui qui a fait gagner l'équipe. Et pourtant... on est encore en train de se poser la question s'il va réussir au Barça. Et j'ai l'impression que ce qui va être important, c'est comment lui va vivre cette situation, parce qu'il doit le ressentir. Je veux dire, la dernière fois, Suarez, il lui fait pas la passe, c'est évident, et peut-être que Messi, pareil, quoi. Alors ce soir, il remplace Luis Suarez, justement. Griezmann, il va être numéro 9 au Barça. Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Parce que c'est pas non plus...
Voilà, le problème de l'attaque, c'est non, clairement pas, parce que de toute façon, il sait jouer à ce poste, il connaît les joueurs avec qui il joue, il sera performant. Moi, honnêtement, sur son talent, j'ai aucun doute. Cadeau empoisonné, je pense qu'il est très content de le prendre, le cadeau empoisonné, et je pense qu'il a justement à cœur de montrer qu'il est là aussi. Mais c'est un joueur de caractère, hein, il est, même si ça se voit pas forcément, il est costaud, hein, mentalement, parce que c'est. Ouais, j'ai fait le geste avec. Oui, mais bon. vous m'avez compris, oui. C'est élégant. Je pense franchement qu'il peut marquer les esprits, mais il faut vraiment qu'il le fasse sur la durée, et ça peut être très long. Je pense que ça peut être très long. Vous rajoutez quelque chose? Non, parce que le fait qu'il y ait Dembélé, avec lequel il n'y a aucun souci, évidemment, parce qu'ils sont partenaires en équipe de France, ça rééquilibre tout d'un coup. Ils sont 3 devant, là d'un coup, il y en a 2 qui s'entendent plutôt bien. Bon, voilà, Messi, il a pas Suarez pour donner des ballons, donc peut-être qu'il donne au gardien adverse. C'est jamais. Faut voir le côté positif. Il y aura les espoirs individuels de Messi aussi, plus, je pense. Alors Dembélé, vous savez qu'il revient de suspension, il a été suspendu 2 matchs, il a été ménagé lors du dernier match avec le Barça, il revient donc ce soir, et son entraîneur, Ernesto Valverde, lui a quand même adressé une petite pique en conférence de presse. Écoutez. Tous les joueurs doivent se battre pour garder leur place. Quand ils ont leur chance, ils doivent la saisir. C'est la même chose pour Ansu Fati, Luis Suarez, Griezmann ou même Piqué. Et c'est pareil pour Dembélé. Quand il a la chance de pouvoir jouer, il doit essayer de garder sa place et ne pas permettre aux autres de la lui prendre. On a quand même l'impression, Vikash, que c'est un éternel recommencement, hein, Dembélé. Il flambe 2 matchs, puis il est absent, il reflambe. Il faudrait qu'il se blesse plus pour être régulier, parce que moi, je pensais au moment du duel avec Mbappé que voilà, ça allait se jouer. L'autre, il est parti en flèche, et lui, il a pas progressé, et puis il s'est beaucoup blessé. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce joueur-là, s'il arrive à... Il est particulier quand même, capable de faire la même chose du pied droit, du pied gauche, en profondeur, de dribbler, de faire des passes. Il y a peu de joueurs qui ont autant de variété dans leur jeu. Vous imaginez à quel point il est fort? Être aussi insupportable, bien sûr. Se blesser tout le temps, n'écouter personne, et être quand même titulaire. Ils doivent le trouver très bon quand même. Oui, et à chaque fois, les entraîneurs lui mettent des pics, etc. Bah voilà, c'est Ousmane Dembélé. On verra s'il flambe ce soir face au Slavia Prague. Dans un instant, on parle d'Olivier Giroud, qui n'est pas dans le groupe de Chelsea pour affronter Amsterdam. Mais avant cela, toutes les infos foot du jour, c'est le foutoir. Et Raphaël, on commence avec l'entraînement du jour. De Neymar, qui jusque-là s'entraînait en salle, eh bien, il s'est entraîné de nouveau sur les terrains du Camp des Loges en compagnie de 2 membres du staff parisien. Alors il paraissait en bonne forme. Il se remet, on le rappelle, d'une blessure à la cuisse gauche dont il a été victime avec la Seleção le 13 octobre face au Nigeria. Il s'est pas blessé? Non, tout va bien. Oui, hein, il a l'air bien. Hein. Vous êtes mais il n'y a pas une interview là? Non, il n'y a pas d'interview. Ah, parce qu'il y a marqué interview sur ma feuille, c'est pour ça que je... non, finalement, il n'y en avait pas. Ah bah merci de me prévenir, super. On a décidé de ne pas passer. J'attendais. Il a fait Neymar tout seul cet après-midi. Je l'avais barré. Mais du coup, on vous avait pas transmis, excusez-nous. C'est dommage, j'ai une petite déception du coup. Mais c'est vrai qu'il a l'air affûté, parce que vous avez dit souvent, Vikash, qu'il avait l'air un petit peu empâté. Moi, quand on rapproche la caméra, au niveau du visage... Mais moi, je l'avais trouvé pas super affûté, un peu lourd et pas très heureux. Donc voilà, j'espère qu'il va revenir super en forme. Et alors, l'équipe du Paris Saint-Germain, je me sens très forte. Avec lui, ça peut cartonner. Le prend pas mal, Vikash, mais généralement, quand on laisse un peu pousser la barbe, c'est pour masquer. Il devrait laisser la moustache. Voilà. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà, les vrais savent. Le vœu du jour. De Mauro Icardi, qui veut rester au Paris Saint-Germain, lui qui est prêté par l'Inter Milan, il faut le rappeler. Regardez ce qu'il a déclaré. Je dois continuer à faire mes preuves ces prochains mois. Nous verrons. En fin de saison, si je reste, je ferai tout pour rester ici. Voilà donc, on rappelle que le Paris Saint-Germain, s'il veut conserver Icardi, devra payer une clause libératoire de 70 millions d'euros. Évidemment, le PSG va la payer, Sébastien? Évidemment, non, on ne sait jamais, mais je pense que c'est extrêmement probable. Surtout qu'ils ont visiblement négocié un salaire qui est plutôt très intéressant par rapport à celui de Cavani, qui est payé aujourd'hui autour de 18 millions d'euros. Pour Icardi, c'est beaucoup moins, on parle plus de 10-12. Donc c'est mine de rien de la masse salariale qui pourrait être donnée par exemple à une prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Par exemple. Ça suffira pas, mais ça aidera. C'est pas mal. Non mais Icardi, c'est quand même 70 millions d'euros. Quand on voit que Paredes a été acheté 50, on se dit c'est quasiment cadeau quoi, Anthony. Ah bah si on compare pas mal de recrues à Paredes, on a trouvé des bonnes affaires. J'ai trouvé celle-là bizarrement. Et même si on le compare à ce qui se fait en termes d'attaquant de pointe en Europe, enfin trouver un attaquant de ce calibre-là, avec cette efficacité, à 70 millions d'euros, c'est cadeau en 2021, donc autant y aller.
C'est le remplaçant idéal à Cavani pour vous, Pierre Bouvier? Bah moi, je le trouve encore même plus complet que Cavani. Moi, il m'a assez surpris en fait sur son jeu de haut but. Je l'ai trouvé super performant. Puis bon, c'est une gâchette quoi. Il tire 6 fois, il marque 7 buts, donc c'est que Sauf ça à Dijon, marche. ça marche pas. Il y a des trous d'air de temps en temps. Dijon, ça marche pas bien. Dijon, mais c'est des trucs qui arrivent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est d'une précision quand même chirurgicale. Et puis il y a avec Cavani qui arrive à 33 ans, lui en a 26. Ils peuvent repartir. Le PSG peut repartir avec un attaquant quand même assez complet, l'un des meilleurs d'Europe. Pour justement 70 millions d'euros. Enfin, pour moi, c'est. Et en plus, il a envie de rester. Donc. Et en plus, ils vont prendre les 400 millions d'Mbappé. C'est fair play financier. Incroyable. Il va y avoir trop d'argent. Ils vont racheter le Real bientôt. Les nommés du jour. Pour le titre de meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1, le trophée UNFP, 2 Parisiens donc présents dans ces 3 nommés. Il y a Thiago Silva et André Di Maria, accompagnés du Monégasque Wissam Ben Yedder, qui a marqué 9 buts, qui est l'actuel meilleur buteur de Ligue 1. Le vainqueur succédera au jeune René Eduardo Camavinga, lauréat en août, et puis au Lillois Victor Osimhen, qui avait été récompensé au mois de septembre. Pas facile, vous votez pour qui, Sébastien? Di Maria, sans aucun doute. Ah d'accord, bon bah donc facile. Di Maria sans aucun doute. Oui, enfin bon, non mais c'est incroyable. Non, mais les autres n'ont pas les mérités, ce qu'il fait en ce moment, les stats qu'il a, le jeu, c'est juste ouf quoi. Bon bah c'est facile alors. Non, moi je dois Ben Yedder. Ah bah voilà. Mais oui, mais non, à chaque fois il fait ça. Scandaleux. Non, attends, parce que Monaco, Ben Yedder, c'est quand même plus difficile pour lui d'avoir les stats qu'il a à Monaco que Di Maria à Paris. Ah bon? Il n'est pas entouré tout à fait des mêmes joueurs qu'à Paris. Mais c'est pareil. Posez la question pour le Ballon d'Or. C'est pareil avec Thiago Silva qu'avec Camille. Non mais c'est pareil pour tous les classements. Pour marquer des buts, parce qu'ils en prennent beaucoup, mais ils en marquent des buts. Oui, ils en marquent. Enfin, c'est quand même Slimani. parce que dimanche, Saint-Etienne, Ben Yedder, il était pas non plus très aidé. pas mal aussi, non? Bah oui, mais il n'était pas lors du dernier match, vous voyez, mais ça s'est vu d'ailleurs. Ben Yedder d'ailleurs. Exactement. Voilà. Pierre Boubi? Moi, je mettrais bien Thiago Silva, moi. Ah bah voilà, vous voyez que c'est pas simple. Très bien. Parce qu'il revient très bien, je le trouve très très bon depuis le début de saison, donc ce serait bien de le récompenser, je trouve. Voilà, et il devrait être rétabli. Il était un petit peu malade lors du match face à Dijon. Il devrait être rétabli pour le match face à Bruges demain. La naturalisation du jour. De la pépite du football français, Eduardo Camavinga, qui a enfin obtenu la nationalité française et qui pourra donc prochainement jouer avec les Bleus ou avec les Bleus. Heureux, vous allez le voir, il chante la Marseillaise sur cette vidéo prise par son coéquipier à Rennes, Joris Gnagnon. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Mbaye qui fait. C'est malin, oui. C'est quand même touchant cette petite vidéo. Il chante à Marseillaise, il est heureux. Un footballeur qui retient que un Mbaye de cette vidéo. Oh, c'est malin. Oh non, mais il est tout petit, là, il est tout. Voilà. Elle est tout jeune. Vous connaissez beaucoup de footballeurs qui la connaissent à 16 ans? À son âge, à 16 ans. Ah bon 16 ans, non? Ouais, 16 ans. Enfin, lui, il a dû l'apprendre, puisque. Oui, moi je l'ai apprise à l'armée, mais c'est bien, il est content, il va pouvoir jouer pour la France. Il peut encore choisir, peut-être, non? Oh, bah, à mon avis, ça va être vite réglé. Non, mais il pourra choisir. Oui. Les pénaltys du jour. Lors du match nul, un but partout entre Le Havre et Sochaux. Regardez, ou Nancy, pardon. Alors tout d'abord, un pénalty, une main de Akishi. Et dans la foulée, un pénalty raté par le meilleur buteur havrais, Kadewere, 39e minute. Mais vous allez voir, il ne va pas se débiner puisqu'il va y avoir un nouvel pénalty obtenu à la 39e par Le Havre. Et cette fois, il ne va pas trembler, Kadewere, et ouvrir le score dans cette rencontre. Mais Nancy va égaliser à la 62e minute. Un pénalty obtenu, et c'est Vaner, je suis désolé, Vicage Dorasso qui va égaliser. Le Havre, qui est 7e, qui n'arrive plus à gagner. 3 points de retard sur le 5e. C'est Sochaux, et donc Nancy est 9e. Je crois que vous êtes derrière Guingamp. Oui, comme souvent, on y a cru au tout début. On était premier pendant 3-4 journées, et hop. Ça, on a été premier. Le Havre reste quand même dans le wagon. Mais non, on est au club doyen, on devrait être en première division tout le temps. C'est dans le contrat. Une wild card. Le foot est arrivé par chez nous, quoi. Ça manque un peu de monde au stade. C'est dommage. C'est un beau stade et ça manque un peu de monde. On va pas non plus faire un thème sur le Havre. Sinon j'y vais. Si. Les refus du jour. Oui, excusez-moi, Derrick Ten Hag, l'entraîneur tout d'abord de l'Ajax à Amsterdam, qui a clarifié sa situation en conférence de presse. Il n'ira pas au Bayern Munich. Ouais, c'est ça. Je ressens une forte connexion avec mon équipe, avec tout le monde à l'Ajax. Je peux donc confirmer que je reste à l'Ajax cette saison. Le Bayern est un club fantastique et j'ai apprécié y travailler lorsque j'entraînais la réserve. Je me suis senti à l'aise là-bas. Le club est toujours dans mon cœur, mais je suis dorénavant à l'Ajax.
Donc Erik ten Hag ne succédera pas à Niko Kovac. Alors le Bayern Munich, selon nos confrères de Sky Allemagne, aurait sondé Thomas Tuchel, l'entraîneur actuellement du Paris Saint-Germain. On va écouter, il était en conférence aujourd'hui, ça tombe bien, Thomas Tuchel, sa réaction concernant le Bayern Munich. Non, ça ne m'intéresse pas parce que je suis entraîneur du PSG. J'ai un contrat cette semaine-là et la dernière fois que j'ai checké, j'ai aussi un contrat pour la saison prochaine. Et pour ça, je ne peux pas penser une minute d'autres clubs. Il a raison de refuser, Thomas Tuchel. C'est Leonardo qui a dû être déçu. non, il va peut-être rester à Paris, mais je ne suis pas sûr qu'il reste. Enfin, il va falloir qu'il gagne et qu'il montre qu'il est capable de passer les huitièmes de finale. Moi, j'ai l'impression que entre Leonardo et lui, c'était pas le choix de Leonardo. Il était déjà là en place. Et que Leonardo, lui, il a peut-être une autre idée, mais il n'y a peut-être pas d'entraîneur aussi sur le marché. Quand même. C'est-à-dire que... Oui, il a un contrat, bon. Non, mais quand même si c'est le Bayern de Munich, à un moment, vous ne partez pas comme ça en cours de saison. Sauf si Allegri avait envie de dépanner, vous voyez. Oui, mais voilà, d'accord. L'année dernière, Brendan Rodgers a quitté le Celtic pour aller à Leicester en cours de saison. Oui, mais bon, c'est le Celtic, c'est important, évidemment, football écossais. Mais l'entraîneur qui part en cours de saison. Ouais. Bon, bah écoutez, le Bayern n'a toujours pas d'entraîneur. Ce sera peut-être José Mourinho. On attend. Ou Laurent Blanc. Oui, mais Laurent Blanc n'est pas cité dans la shortlist cette fois-ci. Ça va peut-être faire l'outsider. Comme Rudy Garcia. C'est vrai, parce que c'est un signe. La première du jour. Pour Claudio Ranieri, qui a remporté sa première victoire à la tête de la Sampdoria de Gênes. Succès 1-0 sur la pelouse de Spal. Il est là depuis 4 matchs. Désormais, il a fallu attendre cette 4e rencontre pour gagner l'unique but de la partie. Inscrit par Caprari à la 91e minute, donc score final 1-0 sur la pelouse de Spal pour la Sampdoria. La Sampdoria qui remonte à la 18e place de Serie A après 11 journées. Belle remontée. Belle remontée, bah oui, bon, il est là depuis 4 journées, Claudio Ranieri, ça va mieux pour la Samp. La sanction du jour. L'Hellas Vérone a banni jusqu'en 2030 le chef de ces ultras, Luca Castellini, qui avait tenu des propos choquants concernant les cris de singe entendus par Mario Balotelli. Le supporter italien avait déclaré que Balotelli était un clown et qu'il avait simplement entendu des cris dans sa tête. Autre sanction, cette fois prise par la commission de discipline de la Ligue italienne de football. De son côté, a décidé la fermeture pour un match d'un secteur du stade de Vérone d'où était parti dimanche ces cris racistes. Vicage Dorasso, la suspension pour 8 ans, en fait l'interdiction de match de supporters, c'est une bonne chose? Oui, c'est toujours bien, mais moi j'attends quand même qu'un match s'arrête vraiment, définitivement, et que tous les joueurs soient solidaires des joueurs qui sont victimes des cris. Ce sera symbolique, ce sera très fort. C'est ce qui est dit à chaque fois que ça se passe. Mais vous la prochaine fois. S'il n'y a que 10 supporters, 10 crétins, vous privez tout le monde. Estelle, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Sauf qu'on n'arrête pas de dire la prochaine fois on arrêtera le match. Et pour l'instant, il n'y a aucun match qui a été arrêté. Donc ça me pose un problème. Après, je suis d'accord, parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé la bonne solution. C'est vrai. Donc, moi j'étais contre à la base l'arrêt des matchs, mais force est de constater que pour l'instant, on est dans un échec. Mais il y a quand même un souci, c'est que si on a envie, encore une fois, de voir qui profère ces cris, on le trouve. On trouve. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas la volonté de suspendre ces gens de stade. Ce n'est pas vrai. Mais là, ça y est. Non, mais là, il y en a eu un. Non, c'est des propos. Oui, parce qu'il a tenu des propos après le match. Si vous avez envie de savoir qui a fait quoi dans un stade, vous le pouvez aujourd'hui. Donc ce n'est qu'une histoire de responsabilité des pouvoirs publics. Je suis désolé, mais pour moi, on n'y arrivera pas sans cela. Il faut condamner les initiatives individuelles, les dérapages individuels. Et condamner les coupables. Ben voilà. Et pas tout le stade, vous avez quand même des gens qui viennent au stade pacifiquement. En Angleterre, vous ne pouvez pas. Vous faites ça, vous êtes mort. C'est fini. Non, mais il y a des caméras partout. Dans une tribune avec 10 000 personnes, il y a quelqu'un qui fait un cri de singe. Par exemple, en Bulgarie, la dernière fois, les 10 personnes qui faisaient des saluts nazis et des cris de singe, on les voyait très bien. Ils se masquaient même pas le visage. Donc, et si vous avez envie d'intervenir, vous intervenez. Alors on va me dire, ça peut être dangereux pour la sécurité, éventuellement des forces de l'ordre. Bon. Ils interviennent pour enlever des fumigènes. Il me semble que si on a envie, on intervient et on prend les gens sur le fait. Le joueur du jour. Carlos Vela, qui a été élu MVP de la saison en Major League Soccer. Alors l'attaquant de Los Angeles a fini meilleur buteur de la saison régulière, 34 buts inscrits, plus 2 marqués en play-off, 69% des suffrages. Devant qui? Eh bien Zlatan Ibrahimovic, qui n'a donc pas été élu MVP de la saison en Major League Soccer. Il n'a récolté que 14% des voix.
Ça a dû lui faire plaisir à Zlatan. Oui. En plus, c'était son rival, il joue dans l'autre club de Los Angeles. Une info concernant Son qui vient de tomber, Raphaël. Oui, eh bien Son ne sera finalement pas suspendu après la terrible blessure d'André Gomes. Il avait été exclu pour avoir mis en danger l'intégralité physique d'André Gomes. Le carton a été annulé tout simplement. Le golazo du jour. Au Mexique, match nul, un but partout entre Maria Guadalupe et puis le match du club de Santos. Vous allez voir, regardez, le but de la victoire, le but du 2-1 inscrit par Maria Guadalupe. On va le revoir au ralenti, ce but magnifique. C'est de la D1 féminine mexicaine. Regardez. Voilà. Cruzale. La gardienne est un peu courte. Oui, aussi. Ça arrive parfois. Le geste. Le geste, oui. Voilà, c'est ça. Rendons hommage à ce geste fantastique. On termine avec le gagnant du jour. Ilyas Tapchouch qui a gagné un pass pour 2 personnes pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or le 2 décembre prochain. Ce sera au Théâtre du Châtelet. Et bien sûr, vous pouvez vous aussi gagner vos places pour la cérémonie du Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet. Pour cela, il vous suffit juste d'envoyer OR en fait au 71 415 OR. Voilà, c'est simple et vous pourrez assister à cette cérémonie le 2 décembre prochain. Dans un instant, on parle d'Olivier Giroud. Il n'est pas dans le groupe pour affronter l'Ajax. Est-ce que Deschamps doit le convoquer dans sa prochaine liste jeudi pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France? Et puis on parlera de Lille, bien sûr. Lille, match de la dernière chance pour le LOSC ce soir face à Valence. Est-ce que l'élimination des Lillois est désormais inéluctable? On en parle dans un instant. À tout de suite. Et avec le grand absent du jour, et c'est Olivier Giroud qui n'a même pas été retenu dans le groupe de Chelsea pour affronter l'Ajax. Et là, ça commence à devenir problématique, Raphaël, à 2 jours de la liste de Didier Deschamps. Oui, alors il jouait pas mal, un petit peu quand même au mois d'août. Souvenez-vous, Olivier Giroud, 174 minutes. Mais après, la dégringolade, le mois de septembre, seulement 17 minutes jouées par l'attaquant de Chelsea et de l'équipe de France. 3 minutes de plus au mois d'octobre quand on fait le bilan, 20 minutes disputées en octobre par Giroud. 20 minutes de jeu donc en octobre pour Olivier Giroud avec Chelsea. Est-ce que Deschamps doit le convoquer dans 2 jours pour les 2 prochains matchs des Bleus face à l'Albanie et la Moldavie? Montrez-moi vos réponses. Oui à un entretien préalable à un licenciement des Bleus pour Flo Gazan. C'est un oui pour Pierre Boubi, bien sûr. Pour Anthony Clément, non, il ne doit pas le convoquer. Vicage Dorasso, oui. Sébastien Tarago et oui pour Raphaël Sebaoun. Il doit le convoquer, Sébastien, même s'il ne joue plus. Oui, parce que ça ne sert à rien de s'offrir un problème au mois de novembre, alors que tout va se décider pour Olivier Giroud en janvier. À travers un éventuel départ de Chelsea. Il a été décisif au mois dernier en jouant très peu. Je pense qu'il sera important pour l'équipe de France qui doit encore valider sa qualification à l'Euro 2020 sur ce rassemblement. Il ne sera pas, on n'est pas très inquiet. Non, mais il ne pourra pas être titulaire sur les 2 matchs, mais il pourra être titulaire sur un match. Il a donné satisfaction le mois précédent. C'est un énorme problème, évidemment, et ça ne pourra pas durer. Donc on sait que en janvier, il faut absolument qu'il parte de Chelsea, mais Chelsea est interdit de recrutement. Chelsea acceptera-t-il de prendre le risque de se priver de son 3e attaquant? Certes, ça paraît grave ça paraît être rien comme ça, mais pour Chelsea, c'est très important. S'il y a un attaquant qui se blesse, ils ont besoin de Giroud. Donc, ils n'auront pas la possibilité de recruter en janvier encore une fois. Donc, c'est ils ont un tel nombre de joueurs, ils peuvent peut-être récupérer un joueur. Non, c'est pas du niveau de Giroud. Non, ça c'est sûr. Oui, mais vu qu'ils ne le font pas jouer. C'est un énorme souci. Le niveau de Giroud ne lui satisfait pas. Donc, oui, mais ils ne peuvent pas recruter. Donc ils ont des gamins, peut-être. Mais oui, mais c'est le poste d'un gamin, le 3e attaquant ou le 4e, c'est le poste. C'est déjà un gamin. C'est le 3e. Ouais, mais c'est un gamin qui joue premier. Franchement, il n'y a pas de vérité. Donc de toute façon, s'ils ont un mec qui Lampard estime qu'il a le meilleur niveau que Giroud, il va le prendre. Et le problème, alors donc vous l'avez dit, Tammy Abraham. Il est sur un nuage pour cette première saison en Première Ligue. Il a marqué 10 buts en 16 matchs, toutes compétitions confondues. L'autre problème, c'est que Michy Batshuayi, quand il remplace Tammy Abraham, lui aussi il marque. C'est 5 buts en 8 matchs et 3 titularisations seulement. Donc quand il sort du banc, Michy Batshuayi, lui aussi il marque. Et qu'Olivier Giroud, toute compétition confondue, pour l'instant n'a marqué qu'un but. Il a été titulaire à 2 reprises seulement, Olivier Giroud. Mais voilà, il est aujourd'hui le 3e dans la hiérarchie de Franck Lampard. Lui, il est sous le nuage, par contre. Et Didier Deschamps tirait déjà la sonnette d'alarme lors du dernier rassemblement des Bleus. Écoutez ce qu'il disait de la situation de son numéro 9. Écoutez, c'est une situation pas qui m'inquiète, mais qui n'est pas la meilleure, ni pour lui, ni pour nous. J'ai bien conscience
que ça tient beaucoup à ce qu'il a réalisé jusqu'à maintenant avec nous. Mais là, c'est quand même insuffisant sur le plan athlétique parce qu'il ne peut pas être à son meilleur niveau en n'ayant pas un minimum de temps de jeu. J'espère que vous n'aurez pas à me poser cette question dans un mois, mais aujourd'hui je l'ai pris, je ne vais pas vous assurer, j'assure à personne, je ne sais pas ce qui se passera dans un mois aussi, mais j'espère qu'il aura plus de temps de jeu. Ouais. Voilà, et malheureusement pour Didier Deschamps, il n'a pas du tout plus de temps de jeu. Olivier Giroud, on va rejoindre Pierre Niguet, qui est à Lyon pour Lyon-Benfica ce soir, mais qui suit bien sûr l'équipe de France pour la chaîne L'équipe. Pierre, c'était déjà un problème il y a un mois, mais là le problème est de plus en plus grand finalement en ce qui concerne Olivier Giroud, puisqu'il ne joue pas, il n'est même pas dans le groupe ce soir pour affronter l'Ajax. Oui, en fait, Didier Deschamps aura droit à sa question dans 2 jours, ne lui en déplaise. Et je pense qu'on pourra calquer quasiment mot pour mot la réponse que fera le sélectionneur. Il y a un côté méritocratie, mais Olivier Giroud a été déterminant en octobre, parce qu'il a marqué en Islande, il a marqué face à la Turquie. À chaque fois, il a été décisif pour l'équipe de France. Donc ça, c'est la première partie de la réponse de Didier Deschamps. Le plus important pour Deschamps, c'est l'argument principal. C'est un argument qui est physique. C'est un argument d'enchaînement de rythme. Il ne joue pas avec Chelsea. Du coup, il arrive à Clairefontaine et il n'a pas de rythme. Souvenez-vous, Estelle, on vous avait montré en direct dans l'équipe d'Estelle ces séances aménagées pour Olivier Giroud à Clairefontaine, dans le froid, sur le terrain Pierre Pibarou. Il enchaînait des accélérations, du fractionné, du seuil, bref, pour avoir un niveau athlétique impressionnant. Le problème des Bleus, c'est qu'ils se rassemblent lundi, Estelle. Le match face à la Moldavie, c'est déjà jeudi, 4 jours seulement. L'Albanie, c'est dimanche. C'est un rassemblement qui est très très court. Donc il est là le vrai souci pour le sélectionneur de l'équipe de France. C'est un argument qui est physique, qui est sur la condition physique de Giroud. Ce qu'il a fait en équipe de France le sauve. Ce qu'il a fait il y a 3 semaines continue à le sauver également, même si le problème sera évidemment différent, comme vous le disiez, à partir de l'an prochain, à partir de l'hiver 2020. Voilà, et Pierre Niguet qui posera évidemment la question au sélectionneur. Jeudi, en conférence de presse, en tout cas Pierre l'a dit, quand Giroud était avec les Bleus, Giroud marque. C'est le meilleur buteur de cette campagne européenne de l'équipe de France. Il en a marqué 5. Le dernier, c'était face à la Turquie, qui avait failli s'avérer décisif pour envoyer les Bleus à cet Euro, à cette phase finale de l'Euro. Meilleur buteur, 5 buts en 8 matchs, devant Mbappé, devant Coman, Ben Yedder ou encore Griezmann. Il a marqué ces derniers mois avec l'équipe de France, Olivier Giroud. Alors évidemment, Mbappé a 2 fois moins de matchs, puisque Mbappé a été blessé lors de 2 rassemblements. Vous dites qu'il ne doit pas le convoquer, Vikash. Est-ce que c'est injuste par rapport à ses concurrents directs finalement ? Un petit peu, oui, parce qu'il ne joue pas, mais après, il marque avec l'équipe de France. J'ai l'impression qu'il a fait une petite erreur de com, Deschamps. Il aurait dû lier plus l'histoire de... la sélection de Giroud à l'histoire qu'il a avec l'équipe de France. Comme ça, il était peinard. Il avait la possibilité de ne pas le prendre parce qu'il ne joue pas et de le prendre parce qu'il marque des buts. Donc, il avait deux possibilités. Là, il s'enferme un petit peu dans le truc. Il est lié à sa forme physique qui est liée à jouer ou pas jouer en club. Alors qu'en fait, il est carrément indispensable à cette équipe, puisqu'à chaque fois qu'il joue en sélection, il marque des buts et on a gagné la Coupe du Monde avec lui, même quand il ne marquait pas. Donc c'est un peu dommage d'avoir fait cette petite déclaration. Ça ne l'enferme pas non plus. Pardon ? Ça ne l'enferme pas non plus. Non, il a été. C'est pas enfermé complètement, mais il aurait peut-être dû plus souligner. Voilà, Giroud marque des buts quand il joue, donc pour l'instant, je le prends et on verra, quoi. Mais Pierre Bouby, est-ce que vous imaginez que Deschamps puisse prendre Giroud si cette situation perdure en fait ? Je parle pour l'Euro, je ne parle pas là pour novembre. Je pense qu'il sait très bien que ça va être compliqué jusqu'en décembre et qu'en janvier, ils vont trouver une solution. Il aura un autre club et que voilà, il aura du temps de jeu. S'il a un autre club, si Chelsea accepte de le libérer. Mais si Chelsea n'accepte pas de le libérer, de toute façon, il va y avoir un bras de fer. Et il va aller au conflit. Quel bras de fer ? Mais au conflit de quoi ? De toute façon, il ne joue pas. Vous voulez qu'il fasse quoi ? Il va menacer quoi ? Il jouera encore moins. Mais l'intérêt de Chelsea de le garder, c'est que c'est le 3e attaquant et que si Abraham se blesse ou Batshuayi se blesse, il faut bien qu'il y en ait un autre. Mais à aucun moment, il va aller sur le terrain pour aller défendre le coach s'il l'empêche de partir. Enfin, faut être. Moi, je vois pas ce qu'il a à gagner à rester là-bas. Donc, de toute façon, c'est qui tout double. Soit il reste là-bas, il joue pas, il reste 3e. Ce sera le club, il a un contrat, ce sera le club. L'été dernier, ils ont activé cette prolongation automatique du contrat de Giroud, alors que déjà, ils étaient dans une situation précaire. On ne peut pas dire que c'était un titulaire indiscutable, loin de là. Et ils l'ont fait parce qu'ils peuvent pas recruter, encore une fois. Non, mais d'accord. Mais alors, c'est vrai que le problème, c'est que là, c'est l'éclosion du jeune change un peu la donne, certes. Troisième attaquant. T'es 3e attaquant dans un club qui te refuse un départ alors qu'il ne se sert pas de toi.
Oui, Bah oui. mais encore une fois, ils peuvent pas alors, recruter, ça change tout. à quel moment Giroud va être à 100% et va jouer correctement sa partition en fait? Mais ils s'en foutent Chelsea parce que si ça se trouve Giroud, alors à quel moment, alors à parce quoi que ça si ça sert se trouve de ils en bloquer? auront même pas besoin. Mais à quoi ça sert de le bloquer à ce moment-là? Vous le bloquez parce qu'au cas où. Mais au cas où, ils ont 120 joueurs Chelsea. Mais pas comme Giroud. Mais s'il est si bon Giroud, pourquoi il joue pas? Mais parce qu'il y en a d'autres meilleurs. Voilà, il y en a deux autres qui sont au-dessus. Mais oui, mais s'il y a une grosse blessure, écoute, t'es pas là pour poser des questions, t'es là pour y répondre. Si t'as un attaquant de pointe qui se blesse pour 4 mois, ils peuvent pas se permettre de ne pas avoir une solution. Et en tout cas, votre question, c'était Deschamps peut-il le prendre à l'Euro si la situation perdure? Non, impossible. Ouais, ça, je suis impossible, parce que s'il joue 20 minutes par mois pendant 8 mois, c'est pas pareil que 20 minutes par mois. C'est pas pareil que 20 minutes par mois. Tu peux pas. Il y a des matchs tous les 3 jours. Après, il y a une préparation d'avant-tournoi. Tu as une remise en forme, remise à niveau, puis des matchs amicaux. On l'a vu, la préparation. Ouais, mais ça existe. Quand t'as pas joué pendant 6 mois, moi je pense qu'il t'as joué 20 minutes. Mais moi je pense qu'il sort parce qu'il va se débrouiller. On se pose la question depuis longtemps. Et il se trouve que ses performances avec les Bleus ne pâtissent pas pour l'instant de son faible temps de jeu. Alors ça peut durer 4 mois et ça sera plus gênant. Mais il peut adapter aussi sa préparation. Non mais tout à l'heure Pierre parlait de l'entraînement adapté qu'il a à Clairefontaine. On peut imaginer qu'aujourd'hui, Giroud, il a pu faire une grosse séance de son côté. Enfin, c'est des choses qui peuvent compenser. Bien sûr, ça remplace pas. Bien sûr, ça remplace pas, mais ça peut permettre de compenser. En préparation, il y a des joueurs qui arrivent et qui récupèrent de la saison. Lui, il va se préparer pour l'Euro, donc faire une grosse préparation avec quelques matchs amicaux. Et il pourra ne pas être titulaire, rentrer en cours de jeu. Il ne sera pas fatigué surtout. Parce que beaucoup vont arriver fatigués. Attention, si Giroud n'est pas titulaire, ça change tout l'équilibre de l'équipe de France. Tout. Parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est quelque part, il est au centre du projet. C'est la clé de voûte. C'est lui. Mais donc, est-ce qu'il faut préparer l'équipe de France en dehors du fait qu'on a vu que c'est bien beau de marquer des buts dans la Ligue des Pimpins, mais après quand vous êtes avec l'équipe de France, c'est une autre musique. Déjà, quand vous êtes titulaire, c'est pas pareil. Donc Ben Yedder, moi je pense qu'il n'est pas prêt aujourd'hui à être titulaire avec Giroud et Ben Yedder. Donc ça changerait tout. C'est surtout pas le même profil. Enfin, on a bien vu que Giroud était plus à l'aise pour jouer tout seul dans le système de l'équipe de France. On va voir justement la concurrence qu'a Olivier Giroud à ce poste de numéro 9 de l'équipe de France. Aujourd'hui, il y en a un qui voudrait peut-être jouer au poste d'avant-centre, c'est Kylian Mbappé, à terme sûrement aux côtés d'Antoine Griezmann. Wissam Ben Yedder, on l'a évoqué, mais après, la concurrence, est-ce qu'on peut imaginer un retour d'Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé qui marque avec l'Olympique Lyonnais, Alassane Plea qui est régulièrement appelé par Didier Deschamps en équipe de France. Et puis, il y a aussi Sébastien Haller, l'ancien attaquant des Espoirs, qui flambe, en tout cas, qui réussit en Angleterre du côté de West Ham. Alors, en tout cas, on avait posé la question à Remdoek, que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que si la situation perdure, Olivier Giroud pourra jouer l'Euro avec les Bleus? On lui a posé la question juste après France-Turquie, c'était le mois dernier. Écoutez sa réponse. Au mois de novembre, il va faire son dernier match. Il n'y a plus de marche jusqu'au mois de mars. Voilà. Là, ça va être un problème. Là, s'il reste au club là-bas, il vaut mieux qu'il aille à Marseille. Bordeaux, il voulait. N'importe où, mais jouer. N'importe où, mais jouer. Parce qu'il n'ira pas pour jouer aussi dans un club, mais pour exister. Parce que là, 4 mois. Et donc, s'il ne joue pas, ça fera 6 mois. Il aura fait un match de préparation. Voilà, Raymond Domenech qui est plutôt d'accord avec Sébastien Tarago, plutôt qu'avec Vikash Dorasso sur le cas. Pas la première fois. Giroud, est-ce qu'il faut que déjà Didier Deschamps teste d'autres systèmes? Bien sûr qu'il en a déjà testé, mais c'est vrai qu'on est habitué à voir l'équipe de France jouer avec Giroud. Est-ce qu'il faut qu'il anticipe peut-être une absence de son numéro 9 dès maintenant, dès le mois de novembre? Il va le faire par la force des choses, parce qu'il l'avait déjà fait au rassemblement précédent, dans la mesure où Olivier Giroud n'est pas capable d'être titularisé 2 matchs. Donc il a ses certitudes avec Giroud, mais il est évident que vu que la pression du résultat n'est pas immense lors de la session de novembre, il peut en profiter pour tester quelque chose avec Kylian Mbappé qui est disponible alors qu'il ne l'était pas au précédent rassemblement, avec Ben Yedder qui peut être peut-être mis dans des meilleures conditions que seul en pointe où on voit que ça n'a pas fonctionné en Turquie. Il est évident qu'il y a une plage là pour tester et pour profiter du fait que sportivement il n'a pas une pression absolue du résultat. Tu penses qu'il va changer son système pour Ben Yedder? En tout cas, pas pour Ben Yedder, mais il y a d'autres. Pas pour Ben Yedder, mais en tout cas changer son système pour permettre à d'autres joueurs que Giroud de s'épanouir, sachant qu'il y a un risque de ne pas pouvoir compter sur l'équation. Il devrait tester Mbappé là. A priori, on peut se dire qu'Mbappé va avoir au moins un match en pointe. A priori, non? Peut-être, bien sûr. Non, et puis ça permet éventuellement à Coman
de jouer à droite où il a été performant en bleu. Enfin bref, les solutions offensives, elles existent. Le seul souci, c'est qu'encore une fois, dans le schéma de jeu prôné par Didier Deschamps, Giroud est capital. Et il n'y en a pas d'autres. Il y a Moussa Dembélé qui peut jouer dans ce registre. Oui, c'est vrai. Moussa Dembélé, c'est celui qui sera sur un escabeau, quand même. Est-ce que ce serait triste si jamais ça se terminait un petit peu comme ça pour Olivier Giroud, c'est-à-dire que finalement, s'il était éliminé par son faible temps de jeu à Chelsea? C'est la loi du sport. Voilà. Ce qui est triste, par exemple, c'est Mathieu Valbuena, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Mathieu Valbuena, il est sorti de l'équipe de France alors qu'il avait été brillant avec l'équipe de France. Il est sorti sur cette affaire avec, de sextape, finalement. Ça, c'est triste. Après, si c'est le sport, Olivier Giroud, il en a profité à une époque et un jour, il perd sa place, c'est la vie. C'est une sextape, c'est du sport aussi, Seb. Oui, mais enfin, quand même, voilà, il aurait pu, après la Coupe du Monde. Pour un jubilé, pour un match. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Un bouquet de fleurs comme Bernard Lama. Il aura bien mérité. Il ne faut pas l'enterrer. Peut-être qu'il va le faire, l'Euro. Bien sûr. Ça va bien se passer. Hein. Mais bien sûr, on l'espère pour lui. Il y croit. S'il joue, il y va, c'est sûr. Et il y va comme titulaire. Même s'il joue un match sur 2 dans son club. Bon, en tout cas, voilà, on aura la réponse. Est-ce que Giroud sera dans la liste de Deschamps? On saura ça, bien sûr, jeudi, puisque Didier Deschamps donnera sa liste en début d'après-midi pour les 2 prochains matchs des Bleus face à l'Albanie ou la Moldavie. On va rejoindre Pierre Niguet. Vous savez que Pierre Niguet suit l'équipe de France. Il est également à Lyon pour le match ce soir entre Lyon et Benfica. Est-ce que vous avez des infos sur la compo, Pierre? Oui, on continue à s'orienter vers la composition que vous avez pu lire dans les colonnes de l'équipe, un 4-4-2, le même 11 de départ qui s'est imposé dans la difficulté face à Toulouse, 3-2 samedi dernier. Cette paire offensive dont on a beaucoup parlé avec Memphis Depay et Dembélé sur les côtés Aouar et Jeffren Adelaide, Touzard associé à Thiago Mendes juste devant la défense, pas de Marcelo qui est en froid avec les supporters, mais ce serait un choix sportif de la part de Rudy Garcia d'associer Andersen avec Denayer, et puis à droite c'est Léo Dubois qui sera le capitaine ce soir, l'ancien Nantais. Le brassard tourne, 5e capitaine de l'ère Rudy Garcia, c'est Léo Dubois, et qui aura cette lourde tâche ce soir face à Benfica. Et sachez que la dernière fois que Lyon a joué en Ligue des Champions face à Benfica, c'était le 19 octobre 2010 et Lyon s'était imposé 2-0. Mais quels étaient les 11 Lyonnais titulaires ce jour-là? C'est le jeu de la compo, c'est parti. 2010. Et je vais vous dire que ça va pas être facile. On ne fera pas un sans faute. En tout cas, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est quoi, 2010? Nous allons commencer avec Raphaël Sebaoun. Je l'ai pas en tête, 2010. Loris? Bah oui, très bien, Raphaël. Bonne réponse, Hugo Lloris. Dans les buts lyonnais, Sébastien Tarago. Toulalan? Jérémy Toulalan? Non. Il n'y était pas. Vikash Dorasso. Govou, il y est encore? Govou? Ah non. Ça fait longtemps qu'il n'y était plus. Parti en Grèce. À vous, Anthony Clément. Anthony Benzema, il se va? Bah non. 2009, frère. Bah non. C'est bien. Pierre Boubi, je savais que ça allait pas être un sans faute. Mais enfin, à ce niveau-là, quand même, Ça part sur des bonnes bases. Je les ai pas. Diarra? Non. C'est pas bizarre, il y a que 2. Flo Gazon. Alors sur les compos Lyon, généralement, je dis Réveillère et c'est pas bon. Donc je vais tenter Réveillère. Allez, c'est bon. Je voulais dire. Pierre Niguet. Pierre Niguet? Il est parti. Il veut pas jouer. On l'entend pas. Il veut peut-être pas jouer. Pierre Niguet, vous n'avez pas de micro? Si, il en a un. Lisandro Lopez. Mais bien sûr, bravo Pierre Niguet. Raphaël Sebaoun. Son téléphone. Comment il s'appelle? Abidal? Non plus. Sébastien Tarago. J'ai perdu. Je vous sens désemparé. Non, j'adore ce jeu en plus. Mais oui. Et là, je suis désemparé sur cette équipe de 2010. Je les ai plus. Il y a des joueurs faciles. Mais oui, Delgado, non? Non. Tu vas chercher Delgado? Joueur facile. Il y a des joueurs faciles, Delgado. Moi, c'est marrant, c'est pas celui que j'aurais dit en premier. Il y a un autre nom qui me serait venu, Vikash. Gonalon. Gonalon, évidemment. C'est pas lui non plus à qui je pensais, mais à vous, Anthony Clément. Moi, je suis en détresse. C'est terrible. Je sais pas. Mais... tout de même. Ouais, je sais. Boomsong. Non. Bastos. Bien joué, bravo. Merci. On t'avait rien demandé. Je sais pas. Ça va pas. Ah non, mais là, je suis... Gourcuff, non? Gourcuff, ça marche. Pierre Niguet, c'est à vous. C'est Jérôme Marier qui me souffle le nom d'Ali Sissoko à gauche. Eh ben ça marche, bravo à Jérôme Marier. Raphaël Sebaoun. Kader Keita? Non, du tout. Du tout. Jérôme. D'accord. Bon. C'est que Sébastien Tarago, on va en mettre une dedans. Non, c'est terrible. Vous êtes très bon d'habitude, Seb. Oui, là, je suis complètement... Un défenseur très connu à Lyon, quand même. Ouais, il y en a. Oui, si. Chris.
Chris. Bien joué, Sébastien. Je vous ai même pas aidé, c'est super. Bravo Estelle. Vikash. Karlstrom. Non. Mais bon, encore un indice, c'est pas Mais il était sur le banc. C'est sur le banc quand même. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Un indice. Tiens, il a joué à Metz aussi, Ah, mais bien sûr. avant de jouer à Lyon. Pjanic. Miralem Pjanic. Un autre indice, un attaquant. Il a joué à Guingamp. Brillant. Vous appelez Pierre Boubi. Pardon, excusez-moi. Oh, dis donc. Non, je voulais sauver les. Bon, Jimmy Briand, ça marche. Pierre Boubi, un Vas-y, défenseur. Le défenseur, c'est pour toi. Un défenseur. Pas joué beaucoup, lui. Un défenseur africain. C'est vrai que c'est pas le joueur le plus connu de Lyon. Il a été formé à Nancy. Ah oui. Ouais. Il est parti après en Russie. Et oui. Il a joué à Kiev. Ouais, bah ça On connaît que lui. Eh oui, que lui. Tu connais que lui. Diakhaté. Alors on va voir. Pierre Niguet, défenseur africain qui a joué à Kiev également. Oui. Oui. Ouais, c'est pas Diakhaté, effectivement, l'ancien ancien. Bien joué. Et Anthony Clément l'avait également. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour du 11 titulaire de Lyon qui avait battu Benfica le 19 octobre 2010. Puisqu'on parle de jeu, sachez que l'heure de la revanche va sonner ici même, mardi soir, sur la chaîne L'Équipe. Ce sera le grand retour de la folle équipe, la revanche entre l'équipe d'Estelle et l'équipe du soir. Il va y avoir des quiz, des jeux. On va tester vos connaissances sportives, vos connaissances footballistiques. Bonne annonce. Ah non mais je le vire de l'équipe s'il n'a pas la réponse. 24 heures. Ah le con. Je passe. Je passe. Ah mais c'est un truc de malade. Oh là là, mais c'est pas vrai. C'est pelé. Non, maintenant que j'y pense, c'est pelé. Les deux autres ne font pas mieux. Hein. Excuse-moi, tu plaisantes ou quoi? Ah, 34. Non. Voilà, alors l'équipe du soir va-t-elle battre l'équipe d'Estelle? L'heure de la revanche a sonné, ce sera dans la folle équipe et ce sera mardi à partir de 21h. Et dans un instant, on parle de Lille. Lille, c'est un peu le match de la dernière chance pour le LOSC ce soir face à Valence. Est-ce que l'élimination est inévitable pour le LOSC? À tout de suite. On parlera de Lille qui joue face à Valence. Grosse semblance déjà en Espagne. On rejoindra Karine Galli. Mais avant cela, une information importante pour Lyon, Pierre Niguet. Oui, effectivement, c'est Vincent Duluc qui vient de me l'informer aussi. Il était invité chez RMC. C'est Bernard Lacombe qui va quitter le club, qui va tout simplement prendre sa retraite en décembre prochain. 40 ans qu'il est au club, 10 ans comme joueur. Il était entraîneur adjoint. Là, il était conseiller du président Aulas. Il faut bien avouer qu'il était en marge du processus de décision, de plus en plus dans l'ombre des décisions, notamment sur le choix de Rudy Garcia. On sait que c'est Gérard Rouillet, par exemple, qui a été davantage mis en avant. Voilà, il a beaucoup de nostalgie. Il me disait Vincent qu'il est au téléphone pendant votre pub, Estelle. Il a beaucoup de nostalgie, il quitte sa maison, le club va lui rendre un hommage, m'a dit Vincent dans les prochains jours. Bernard Lacombe qui expliquait également chez nos confrères d'RMC qu'il avait envie de profiter de ses petits-enfants et c'est parfaitement louable de sa part. Ouais, enfin, ça va faire un grand vide pour Lyon. En tout cas, c'est une page qui se tourne pour l'Olympique lyonnais. Lyon qui joue ce soir, je vous rappelle, face à Benfica. L'autre match de la soirée en Ligue des Champions avec un club français, c'est Lille qui se déplace à Valence. On va retrouver tout de suite Karine Galli devant le stade Mestalla. Alors, on sait que c'est un stade où l'ambiance est très chaude et ça se confirme ce soir, Karine. Oui Estelle, l'ambiance est absolument exceptionnelle. On est à côté de Mestalla et les supporters attendent l'arrivée du bus dans quelques instants. Alors les supporters sont là évidemment pour encourager leur équipe, mais ils sont là également pour manifester à peu près contre tout l'organigramme du club, ce qui sont très mécontents. Vous voyez notamment cette affiche, c'est Peter Lim, c'est le propriétaire du club. Il a racheté le club en 2014 et les supporters ne sont pas du tout satisfaits de la gestion du club. On vous rappelle notamment qu'en début de saison, Marcelino, qui était adoré par les supporters et par les joueurs, a été limogé et ce renvoi de l'entraîneur avait été très très mal vécu par les supporters et les problèmes entre le propriétaire, l'organigramme et les supporters durent depuis très longtemps. Mais en tout cas, je peux vous dire que l'ambiance est absolument exceptionnelle ici à Mestalla et que les Lillois évidemment vont avoir à faire une ambiance incroyable. Ils avaient parlé de l'ambiance au Vélodrome samedi dernier en championnat. Là, ça sera un autre step en Ligue des Champions. Merci beaucoup Karine. Et c'est vrai que malheureusement pour Lille, c'est mal embarqué. Alors à la fois sur l'ambiance, mais à la fois au classement.
Raphaël. Oui, puisque cette équipe du LOSC n'a pas gagné de match après 3 journées. 1 point pris dernière de sa poule, derrière Chelsea, derrière l'Ajax, derrière Valence. Et sachez que Lille est éliminé ce soir s'il perd à Valence et que Chelsea-Ajax ne se termine pas par un match nul. Alors évidemment, on va se poser la question, est-ce que l'élimination de Lille en Ligue des Champions est inévitable? Et Christophe Galtier y a répondu hier en conférence de presse. Écoutez. On n'est certes pas favori, mais je veux que mes joueurs jouent avec culot, tempérament, détermination. Il y a une première atout. Et est-ce que notre première victoire à l'extérieur pour le LOSC 2019-2020, si elle pouvait être en Champions League, ça serait parfait. Parfait pour mon groupe, parfait pour le club, parfait pour les supporters. Il y a une info importante concernant Lille, Raphaël. Oui, Jonathan Iconé est forfait pour le match. Il a été victime d'un accident de voiture sans gravité hier. C'est une information de nos confrères de RMC. Donc, victime de grosses courbatures, il ne prendra pas part à ce Valence-Lille ce soir. Ce qui complique encore la tâche, bien sûr, du LOSC. Lille éliminé ce soir. Est-ce que c'est inévitable? Montrez-moi vos réponses. En route pour l'Europa Lille, pour Flo Gazan. Non, c'est pas inévitable. Pierre Boubi, non. Anthony Clément, non. Pour Vicage Doration, qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? J'ai pas compris la question. C'est probable? L'élimination? Voilà. Bah écoutez, c'est très bien. Ce soir, il faut quand même pas mal d'éléments. Oui, bah, exactement. Et c'est non pour Raphaël Sebonne. Vous y croyez encore, Vicage? Oui, parce que je trouve que cette équipe, elle apprend vite, elle progresse. Quand on refait tout le parcours, failli descendre, après finalement se qualifier, perdre pour la Ligue des Champions, perdre son meilleur joueur. Récemment, Galtier, il a pris des décisions assez fortes en mettant des joueurs importants sur le banc de touche. Et puis d'un seul coup, les joueurs qui rentrent sont bons. Je trouve qu'au milieu de terrain, André, Soumaré, c'est pas mal du tout. Ils ont vraiment beaucoup progressé. Voilà, moi j'ai envie d'y croire. J'aime bien ce qu'il a dit, le culot, la détermination. Voilà, il faut qu'il sorte avec le. Il avait dit ça avant l'Ajax. Ouais, mais il faut qu'il sorte avec le moins de regrets. Il faut qu'il joue le coup à fond. Viser la qualification pour peut-être passer en Ligue Europa. Et bon, hein, ça me fait penser à Christian Gourcuff. Il disait toujours que Lorient jouait super bien, que lui, ce qui l'avait intéressé, c'était le jeu, le 4-4-2, le machin. Bon, après, quand tu voyais des matchs de Lorient, tu t'emmerdais, c'était terrible. Mais on considérait que Lorient jouait toujours hyper bien. Tout le temps. Il n'y avait pas un match de Lorient où ils jouaient pas bien, les mecs. Et ben, ça me fait penser à ça, c'est de la communication. Et en fait, force est de constater. Force est de constater que. Pas mal. Ça joue pour pas ce qui mal. concerne des résultats, ça va être difficile pour cette équipe. Elle est trop jeune. Ça manque de maturité, c'est normal, c'est tout à fait normal. Moi, j'arrive pas un instant à croire qu'elle puisse encore se qualifier. Non plus. Bien sûr, mais c'est bien pour eux et ce serait bien surtout qu'ils gagnent au moins un match, qu'il y ait un petit quelque chose qui se passe. Alors, ils avaient fait match nul contre Valence au match aller. Là, c'est le match retour. Mais est-ce que finalement, quand même, Anthony Clément, l'objectif Europa League n'est pas plus réalisable pour Lille, plus réaliste, quoi? Est-ce qu'il ne devrait pas se focaliser là-dessus? Quand on a vu le tirage au sort et qu'on les a vus opposés à l'Ajax, demi-finaliste l'an dernier, à Chelsea, qui reste quand même un grand d'Europe malgré l'interdiction de recrutement, et à Valence, qui a plus l'habitude de ses attitudes, oui, on se dit que la place naturelle de Lille, c'est de viser plutôt la qualification en Ligue Europa. Mais moi, j'aime bien la façon dont ils jouent avec des champions. Parce que c'est plutôt rare pour un club français de l'aborder comme ils le font, avec ambition. Même s'ils ont pris 3 à l'Ajax, ils avaient quand même essayé de jouer, ça avait été un vrai match. Là, ils ont fait plus que rivaliser avec Valence à domicile lors de la dernière journée. Donc c'est une équipe qui a vraiment les qualités pour faire quelque chose, même si elle est aussi pénalisée par son irrégularité. La façon dont ils ont lâché à Marseille lors d'un très petit match, alors qu'il y avait eu le rebond en 3-5-2 lors de la victoire contre Bordeaux la semaine précédente, ça interpelle un peu parce qu'on se dit que cette équipe est capable du pire comme du meilleur, et ce soir il faudra vraiment être à son meilleur pour rivaliser à l'extérieur, où en plus ils n'ont pas l'habitude de faire des bons résultats, mais c'est une équipe qui pourtant a les qualités pour faire des résultats à l'extérieur parce qu'elle va vite, elle peut aussi s'épanouir en contre, donc c'est catastrophique à l'extérieur depuis le début de la saison. De ma part, et c'est pour ça que je parlais de communication, lors du dernier match à domicile, il avait quand même largement changé sa manière d'aborder le match, en renforçant le milieu de terrain, en bétonnant... En quelques cadres, surtout qui avaient été décevants, et concrètement, en bétonnant un peu. Et donc, il y avait d'un côté le discours et d'un côté les actes. Parce que Galtier, il n'est pas stupide non plus, il ne va pas non plus en prendre 6 à chaque fois. Donc évidemment qu'il s'était adapté à la situation en Ligue des Champions. Et donc c'était pas tous devant et on fait n'importe quoi. C'était pas seulement une adaptation en Ligue des Champions, c'était aussi une réponse aux mauvais résultats qui étaient aussi en Ligue 1. Il avait bétonné son milieu de terrain et complètement changé la philosophie. Changé Bamba, il connaît qui était... Pas tous en même temps. Culot, détermination, ça ne veut pas dire on y va tous et on met 12 attaquants. Ça veut aussi on est sérieux. Je vous coupe. Le bus de Lille est en train d'arriver. Karine, devant le stade de Mestalla.
effectivement, vous voyez, hein, c'est le bus des Lillois qui arrive en premier. Et donc, vous le savez, il y a les supporters de Valence qui sont à l'extérieur, donc forcément qui eut le bus des visiteurs. Et le bus, pour l'instant, de Valence n'est toujours pas arrivé. Karine, une petite question tout de même. Est-ce qu'on y croit du côté de Lille quand même ce soir? Alors, Christophe Galtier a reparlé du match aller où il avait aimé le caractère de son équipe et il a demandé ce soir à ses joueurs d'avoir du culot et d'être dans le même état d'esprit que ce qu'ils avaient pu faire lors du match aller qui s'était conclu par un match nul. Mais en même temps, Christophe Galtier a déjà parlé de Ligue Europa, donc il sait très bien que ça sera extrêmement compliqué. Lille n'a pas gagné un seul match à l'extérieur cette saison et dans le même temps, Valence ne s'est incliné qu'une seule fois, c'était face à l'Ajax, à Mestalla. Donc forcément, les Lillois sont conscients que ça sera extrêmement dur ce soir et malheureusement je ne vois pas les Lillois s'imposer ici face aux joueurs de Valence. En tout cas, énorme ambiance actuellement en Espagne, on l'entend derrière Karine Galli. Pourcentage de chances de se qualifier pour Lille, il existe quand même encore un petit truc. Un point après 3 journées de Ligue des Champions, 11% c'est la part des équipes qui se sont qualifiées après avoir pris un point après 3 journées de Ligue des Champions. Voilà, depuis la saison 2003-2004, les 8 dernières équipes qui se sont qualifiées après un petit démarrage en C1 de la sorte, on va en découvrir quelques-unes. La dernière à avoir fait la chose, alors on ne voit pas très bien le tableau, mais c'était Tottenham l'année dernière qui avait après 3 journées et qui avait atteint la finale de la Ligue des Champions. J'ai d'autres exemples, des équipes un peu moins huppées comme la Gantoise lors de la saison 2015-2016 qui avait très mal démarré sa campagne européenne. Un point après 3 journées, ils avaient atteint les 8e de finale. Et puis il y avait aussi eu Liverpool lors de la saison 2007-2008 qui avait très mal démarré, qui avait atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc c'est pas impossible, il y a eu 8 cas, mais ça ne représente que 11%. Après, comme dirait Pierre, c'est la Ligue des Champions. Oui, exactement. C'est autre chose. C'est autre chose, Pierre. Justement, Pierre, on l'a dit, cette équipe de Lille est très jeune. On a entendu l'énorme ambiance avec Karine Galli il y a un instant. Est-ce que justement Lille, avec ses jeunes joueurs, peuvent résister à cette pression, à cette ambiance? Ça va leur faire tout drôle quand même. Ouais, mais en même temps, ils font ce boulot pour faire ce genre de match. Donc, je pense que ça. Non, mais ça ne va pas les inhiber. Je pense au contraire que ça va peut-être les mettre dans une euphorie. Il faut qu'ils prennent le match, à mon avis, comme ça. Et je pense que Galtier, son discours en conférence de presse, il est parfait. Enfin, parce que je suis d'accord avec Vikash quand il dit que de toute façon, jouer avec panache et puis envie et détermination et culot, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, qu'on part tous à l'attaque et que c'est fort à la mot, mais j'ai envie, moi je crois en ces joueurs au culot de mettre, enfin au culot, à cette détermination qu'ils sont capables de mettre parce qu'il y a du beau jeu depuis un petit moment, c'est cohérent. En tout cas, moi je reconnais la patte Galtier depuis le début qu'il est arrivé. Et puis voilà, faut pas oublier non plus qu'ils ont fait une saison fantastique l'année dernière. C'est un peu dur à digérer aussi, donc. Ils ont quelques pépins comme Iconé avec aujourd'hui, mais moi en tout cas je crois à la force de cette équipe sur des matchs comme ça. Vous avez les cotes, Raphaël ? Les cotes, la victoire on vous parlait dans l'oreillette, la victoire de Valence côté A2, donc Valence est favori de cette rencontre. La victoire de Lille, et là ce serait un exploit. La victoire de Lille est cotée à 80, le match nul 3,40, mais c'est Valence qui reste favori, mais pas un favori écrasant. C'est la même cote finalement que la victoire de Lyon face à Benfica. Tout à fait. Bon, on a envie d'y croire bien sûr pour Lille, on a aussi envie d'y croire pour Lyon. Justement, je vais vous demander vos pronostics pour le match de ce soir entre Lyon et Benfica. 2-1 pour Lyon, Flo Gazan. 3-1 pour Lyon également, pour Pierre Boubi. 3-2. Début. Formidable, Anthony Clément. 2-1 pour Vikash Dorasso. Il n'y avait que des victoires de Lyon. Sébastien Tarago arrive, match nul 3 partout. Écoutez, je vais regarder ce match-là, il va y avoir des buts, ça va être extraordinaire. Et 0-3. Je l'ai fait à la va-vite. Bon, voilà. Et 0-3 pour Benfica. C'était. Je pensais qu'on parlait du match Lille. Mais pas du tout. Parce que je me concentrais sur quelque chose de très important. Raphaël, mince. T'as du sondage? Non, sur les chemises. Oui, mais bien sûr. Mais qui est la plus belle chemise entre Vikash Dorasso et Florian Gazan? Non, c'est Flo Gazan, 51%. Mais j'ai pas de suffrage. Vous savez ce qu'il a fait pendant la pub? Il a appelé Christina Cordula pour qu'elle appelle sa basse fan. C'est stylé. Voilà. Vous avez été battu. Pas concentré. Non pas par Flo Gazan, mais par Christina Cordula. Vikash Dorasso. Allez, tout de suite, l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa bande. Et on va se quitter sur les supporters, justement, là, du stade de Mestalla. Regardez l'ambiance en Espagne pour le match entre Valence et Lille. On débriefera tout ça demain dans l'équipe d'Estelle à partir de 17h30. Salut à tous. La grande soirée, Raphaël Sebaoun et Yohan Ryu. Salut.